Hebdo édition du dimanche 15 juin 2025. Bien le bonjour à tous, bonne fête des pères à tous et merci d'être sur STV. Tour cycliste du Cameroun, la 7e étape annulée à cause du mauvais état de la route à Douala. Après une concertation entre les organisateurs et la présidente du jury, les coureurs ont unanimement décidé ce 11 juin de ne pas prendre le départ en raison du mauvais état de la route à Douala, jugée dangereuse pour la compétition. Et ce 12 juin, le maire de la ville de Douala a publié un communiqué pour apporter sa part de vérité après l'annulation de l'étape de Douala. La communauté urbaine de Douala assure n'avoir ni été consulté, ni associé au choix du parcours et à la détermination de la date au moment où plusieurs chantiers de réhabilitation de la voirie urbaine sont en cours. Avant ce sujet, nous parlerons politique. Nous évoquerons notamment cette réunion de concertation convoquée par le chef de la délégation permanente régionale pour le littoral ce 11 juin. Ce qui fait polémique, c'est le lieu de tenue de la réunion indiqué dans l'invitation au chef des délégations permanentes départementales du comité central du littoral. Ces derniers ont été conviés au cabinet du ministre Laurent Esso au ministère de la Justice. Les ministères, lieux publics peuvent-ils servir de cadre à ce type de réunion politique, on va dire d'association privée? On se souvient d'ailleurs d'une réunion du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais organisée au Palais de l'Unité. C'était le 3 novembre 2016 et présidée par le président Paul Biya, dirigeant du RDPC. À quoi servent finalement les maisons du parti? Que dire de ces accusations qui font du RDPC un parti-État? Et en quelques mots, en sujet d'entrée, nous parlerons de l'engagement de la jeunesse camerounaise à 4 mois de l'élection présidentielle. Est-elle consciente des enjeux? S'engage-t-elle? On en parle avec vous, Paul Eyoum. Vous êtes militant de l'AFP. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leïla, bonjour aux fidèles téléspectateurs de ce programme 7 Hebdo. C'est un plaisir de représenter l'AFP et aussi le groupe de Douala sur ce plateau. C'est vrai, je suis très peu disponible. Vous m'avez sollicité plusieurs fois. Comme d'autres de vos confrères, je suis très peu disponible depuis de longs mois. Mais c'est un plaisir renouvelé d'être là ce dimanche matin. Et bonne fête des pères. Et aussi bon dimanche à tous les Camerounais qui nous regardent. Merci en tout cas d'avoir finalement pu être disponible pour nous. À côté de vous, Ismaël Donke. Il représente le FCC. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé de nous retrouver chez vous. C'est vrai que on a quelques mois comme ça qu'on ne s'est pas pris sur votre plateau. Et puis c'est toujours un plaisir de nous retrouver ici, surtout quand on revient ici aujourd'hui représenter le FCC et l'APC. Le FCC et l'APC, qui est la plateforme que nous avons créée depuis novembre 2023 pour porter la candidature du professeur Maurice Kamto à la magistrature suprême au Cameroun pour le mois d'octobre qui arrive. Nous pensons que cette candidature pour assurer les Camerounais qui ne souffrent de rien, alors va certainement conduire les Camerounais à tous les espoirs à tous les espoirs pour lesquels nous nous sommes engagés et dont nous restons encore engagés jusqu'à aujourd'hui. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, nous recevons Elvadas Kényé du CPP et de Stand Up for Cameroun. Bonjour Monsieur Kényé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Lila, merci pour l'honneur que vous faites au Cameroun People's Party de nous inviter à chaque fois pour partager avec tous vos millions de téléspectateurs l'actualité au Cameroun. C'est un plaisir pour nous d'être encore là ce dimanche. Merci pour cet honneur. À côté de vous, Jean-Claude Youde représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Monsieur Youde, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Léa, bonjour à l'ensemble des compagnons et bonjour aussi aux millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie de nous avoir conviés sur ce plateau. Comme les autres disent, ils représentent ceci et nous aussi nous représentons le RDPC et le président national, son excellence M. Paul Biya. Mais en tout cas, eux, ils représentent le parti et puis et des coalitions. Ah oui, les coalitions. Donc nous, notre coalition, c'est le président national. D'accord. Merci en tout cas, M. Youde, d'être avec nous ce dimanche. Les statistiques actualisées par Elections Cameroun au mois de mai 2025 montrent une baisse d'engouement des Camerounais à se faire enrôler à quelques mois du scrutin présidentiel. Le fichier électoral, le non toiletté,
présente 8 82 645 électeurs à la date du 8 mai 2025. La portion représentant les nouveaux inscrits dans ce chiffre depuis le 2 janvier 2025 correspond à 238 000 citoyens, représentant plus de 30% de la population. Des données électorales font savoir que les jeunes sont inscrits les jeunes, 2,7 millions de jeunes, dont l'âge varie entre 20 et 35 ans sont inscrits. Et partant du fait que la population camerounaise soit essentiellement jeune, il faut le dire, les jeunes devraient jouer un rôle important dans le scrutin à venir. Alors, Ismaël, donc, à 4 mois de l'élection présidentielle, comment est-ce que vous évaluez le rapport de la jeunesse au scrutin à venir? Bon, d'emblée, nous voulons déjà remercier et continuer d'encourager nos équipes qui sont sur le terrain, nous-mêmes pour le travail titanesque qui est fait pour le door-to-door, le porte-à-porte, et effectivement tous les autres jeunes des autres partis politiques de l'opposition qui tous les jours s'activent à porter la voix pour encourager davantage les jeunes à aller s'inscrire. Et puis, on doit dire que ça marche. Ça marche parce que notre activité sur le terrain a fait reculer le pouvoir, a amené le pouvoir à faire reculer la démocratie au Cameroun. Parce que dites-vous que si le pouvoir n'avait pas peur de voir les jeunes assez engagés... C'est quelque chose de gagné? Oui, bien sûr. Parce que votre action fasse reculer la démocratie? Non, j'ai dit le pouvoir a fait reculer la démocratie au Cameroun. Ça veut dire que l'opposition a gagné en faisant ces gens reculer. Parce qu'il se trouve que... Qu'est-ce que l'opposition gagne quand la démocratie prend un coup? Non, la démocratie prend un coup au détriment du Cameroun. Mais le pouvoir, qui exerce le pouvoir actuellement, c'est le pouvoir en place. Attendez, je vais essayer de développer et vous allez mieux comprendre. L'opposition gagne parce que, enfin, on a fait montrer au pouvoir en place ses propres tares, ses propres insuffisances. Aujourd'hui, ils ont refusé de faire inscrire les gens le week-end. Alors que nous savons bien que pendant qu'on inscrivait le week-end, il y avait un tel engouement. Maintenant, nous leur avons proposé, pendant qu'ils avaient refusé de faire inscrire les jeunes le week-end, parce que vous savez que les Camerounais vivent de la pitance quotidienne. C'est-à-dire que c'est quand on sort aujourd'hui qu'on trouve à manger pour demain, parfois même pour aujourd'hui. Alors, il était un peu difficile pour les jeunes, pour les Camerounais, dans leur grande majorité, d'interrompre leur journée de travail pour aller se faire inscrire. Je ne dis pas que ça ne se faisait pas, mais pour la grande majorité, pour les gens qui font, comme je dis, du débrouillardisme, c'était un peu compliqué. Alors, on avait trouvé une formule avec les CAM qui permettait de les faire déplacer les week-ends, les samedis et les dimanches. À un moment donné, quand ils ont vu l'affluence, et comme c'est des maîtres dans la fraude et la tricherie, ils se sont dit, tenez, si ces gens explosent le niveau des inscriptions, ils n'auront pas la marge de manœuvre pour faire la fraude, pour tricher. Alors, ils ont carrément interdit les inscriptions les week-ends. Nous leur avons proposé, faites reposer les agents de l'ECAM le lundi et le mardi et laissez-les travailler le samedi et le dimanche. En plus, parce qu'il faut rappeler, à chaque fois que... Est-ce que la loi prévoit que les inscriptions soient menées le week-end? La loi ne le prévoit pas, mais on le faisait. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une situation d'évaluation de la performance. Okay? On a parfois les contrôles inopinés parfois des agents de la police, des agents... Bon, là-bas encore, on va dire qu'on n'a pas besoin de... On a vu les agents de la mairie travailler le week-end souvent pour faire des contrôles inopinés. C'est possible de le faire. Et puis, lorsqu'on a un objectif comme celui qui est souvent tempêté par le pouvoir, même si c'est juste pour des effets d'annonce, si l'objectif est vraiment de faire intéresser les jeunes et les Camerounais à la chose politique, on prend les mesures qui vont avec. On recrute plus de personnel à l'ECAM, ceux qui vont travailler le week-end. On n'en a même pas besoin. Je dis que le week-end, quand on fait déplacer les agents de l'ECAM, c'est nous, les partis politiques, qui les entretenons.
C'est-à-dire, on met un véhicule à leur disposition pour aller à l'antenne, pour récupérer le kit, et le soir à 17h, on les raccompagne, et leur journée est prise entièrement en charge par nous, les partis politiques, et puis les organisations de la société civile. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, on ne s'en plaignait pas, et puisqu'on avait le retour qu'on avait. Le fait d'interdire ces inscriptions le week-end, parce qu'ils ont trouvé une formule, non, ces gens ils ont aussi droit au week-end, ils peuvent se reposer, sauf que c'est pas tout le monde qui sort. On peut permuter, on peut dire celui qui sort samedi ne sort pas le dimanche, et surtout que c'est un exercice qu'on avait toujours pratiqué, et ça ne faisait de mal à personne avant. Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on trouve que c'est un problème. Vous êtes certain que les agents et les CAM ne se sont pas plaints? Mais puisqu'on a travaillé comme ça pendant 2-3 ans, et puis on n'avait aucun problème à ce niveau. Donc il faut comprendre que le pouvoir n'a véritablement aucun intérêt de voir les jeunes aller s'inscrire massivement. Sinon, si c'était vraiment le cas, je vais vous prendre une caricature qui concerne notre candidat, le candidat de l'APC, le professeur Maurice Kamto. Vous savez, l'annonce de la candidature du professeur Maurice Kamto a, il faut le dire, sur la scène politique nationale aujourd'hui, a apporté beaucoup d'engouement au sein de la jeunesse pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que nous, au quartier, nous sommes interpellés partout en ville, dans les taxis, sur les motos, on nous interpelle là-dessus. C'est pour ça que nous commençons toujours par rassurer les Camerounais sur le fait que sa candidature ne souffre d'aucune contestation. Alors, lorsque les Camerounais commencent à aller s'inscrire, on se dit, c'est pour l'engouement qu'on remarque, c'est certainement contre-productif pour le Cameroun, parce que tous ceux qui y vont ont en toile de fond, parce qu'on ne se cache pas. Quand ils s'en vont s'inscrire, ils te disent au quartier, on veut le changement, on veut le professeur Maurice Kamto. Et parce que le pouvoir ne veut pas que ce discours continue d'animer les jeunes, on vous dit... Le changement passe obligatoirement par le professeur Maurice Kamto. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, les Camerounais, c'est-à-dire que si le peuple décide de quelque chose, le peuple est souverain. Le peuple te dit, moi j'ai dit la grande majorité, j'ai pas dit tous les Camerounais le pensent, puisqu'on a d'autres formations politiques. Ce que vous avez entendu. Ouais, ce que nous avons entendu, ceux que nous rencontrons et ceux qui nous interpellent, d'accord, pour la grande majorité. Alors, quand ils vous disent qu'ils veulent, ils veulent aller s'inscrire parce qu'ils veulent, ils veulent inscrire le professeur, ils veulent aller voter le professeur Maurice Kamto en octobre, le pouvoir commence avec un discours comme celui-ci. Le professeur Maurice Kamto ne peut pas aller à l'élection parce qu'ils savent qu'en entretenant ce discours, ça va décourager plus d'un. Et puis, 10 millions d'inscrits sur les listes électorales qui vont véritablement aller voter, ça va permettre au RDPC d'échouer à plate couture parce que la base militante du RDPC et les sympathisants réunis, ça ne fait pas plus de 2 400 000 électeurs. Alors que si on a 10 millions de personnes, le RDPC ne pourra pas, même si le RDPC le veut, inventer d'autres personnes, à moins qu'il fasse ce qu'on a vu, ce qu'on a décrié ailleurs. Je rappelle qu'en 2018, le RDPC a eu plus de votants que les autres, que ce soit Cabral Libby. Oui, mais quand vous calculez, est-ce qu'ils n'ont pas atteint 3 millions d'électeurs? Et même s'ils font 3 millions d'électeurs aujourd'hui, si on a 10 millions, ils ne pourront pas dépasser 3 millions parce que vous avez oublié de parler du chiffre d'abstention. Certains du RDPC ont démissionné pour rentrer et suivre les discours contraires. Donc, quand ils essayent de tenir ce type de discours, c'est pour dissuader les gens à ne pas aller voter. Bien. Et c'est pour ça qu'on a vu dans le septentrion et à l'Est, on a remarqué la dernière fois qu'on faisait inscrire des personnes qui n'étaient pas des Camerounais parce qu'ils voulaient combler ce vide. Pour les Youm, la population camerounaise est essentiellement jeune. Ça, c'est un rapport de l'Institut national de la statistique en 2019 qui le dit. Même si les chiffres sont en non-actualité, au 8 mai 2025, on a 8 millions d'inscrits sur le fichier électoral, dont 2,7 millions de jeunes. Quand on fait le ratio avec la population camerounaise essentiellement jeune, je le dis encore, c'est l'Institut national de la statistique qui le dit, est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse camerounaise s'intéresse véritablement à l'élection à venir? Pour répondre à cette question, en toute honnêteté, il y a partiellement. Parce que lorsque vous regardez en 2018, il y a un jeune du nom de Cabral Libby, qui est aujourd'hui député par exemple, qui a initié un mouvement d'inscription sur les électorales qu'on avait appelé
C'était 11 11 millions d'inscrits. Il y avait une dynamique, des jeunes sont allés, sont inscrits, et la dynamique de la présidentielle 2018 avait fait beaucoup de mois. Par exemple, je suis entré en politique fin d'année 2016. Il y a plusieurs personnes qui se sont engagées en politique en 2017, en 2018, parce qu'il y avait le MSC qui était sur le terrain avec le professeur Maurice Kamto dans le cas des inscriptions, mais il y avait surtout ce mouvement jeune de 11 millions d'inscrits. Par la suite, il y a eu les élections municipales et législatives de 2020. J'ai constaté malheureusement que les jeunes n'avaient pas, du moins en 2020, n'avaient pas encore compris, lorsqu'on dit aux gens de s'inscrire. S'inscrire ne veut pas dire que le vote est déjà fait. S'inscrire veut dire qu'il faut d'abord avoir la possibilité le jour J de pouvoir aller voter. Malheureusement, les gens ont grandi avec des discours où ils pensent qu'il ne faut pas s'inscrire. Et lorsque les élections municipales et législatives, d'abord même la présidentielle 2018 est arrivée, j'ai vu beaucoup de jeunes qui voulaient voter, mais ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc l'inscription sur les listes électorales, elle est prépondérante, elle est extrêmement importante parce que c'est celle qui permet le jour du vote d'aller faire valoir votre droit en tant que citoyen. Et Ismaël a dit aujourd'hui l'engagement politique, non, c'est plutôt l'engagement citoyen. Parce que voter, ce n'est pas un acte politique, c'est un acte citoyen. Maintenant, lorsque nous continuons de 2020 à 2025, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les leaders qui étaient portés en 2018 sont encore ceux qui sont candidats aujourd'hui en 2025. Ça veut dire qu'ils ont pour la plupart entre 65 et 75 ans. Vous voyez qu'ils n'appartiennent même pas, lorsque vous montez même le 4e palier de la démographie camerounaise, ils ne sont pas. Donc ça veut donc dire que la jeunesse elle-même n'est pas fortement impliquée pour porter une candidature, si excepté peut-être Cabral Libé, Joshua aussi qui n'est pas dans cette tranche-là, il n'est pas encore à 65 ans. Donc vous voyez que tout le reste, eux du RDPC, ils disent qu'il faut que le président Paul Biya a 92 ans, il doit être encore là. Donc vous voyez donc que la nomenclature même politique du Cameroun ne reflète pas la jeunesse. Et je n'arrive même pas au gouvernement, parce que lorsque vous voyez le président du Conseil économique et tout le reste, pour que les choses changent, il faudrait que les jeunes s'impliquent, que les jeunes entrent en politique, qu'ils entrent dans les organisations de la société civile, qu'ils entrent dans les associations, qui créent des mouvements associatifs pour la citoyenneté. À 65 ans, 75 ans, je suis désolé, mais ce n'est pas à cet âge qu'on commence à vouloir le changement. On veut le changement parce qu'à cet âge, on est ce qu'on appelle un finissant. Donc là, maintenant, on est de ceux qui ont la sagesse et l'expérience, qui peuvent maintenant aider les jeunes à pouvoir changer les choses et tout. Mais si ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, jusqu'à 50 ans, ne s'intéressent pas à la gestion du pays, mais c'est clair que ceux qui sont des générations supérieures, ils vont continuer à contrôler le pays et prendre les choses telles de leur point de vue. Ce que nous pensons à la position où on peut se trouver ne reflète pas toujours les réalités des données actuelles. Aujourd'hui, nous sommes à une ère au-delà du numérique, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Il y a des hommes très capés qui ont de l'expérience, mais les jeunes, où est notre position? Quelle est la position qu'on prend? Va-t-on laisser le président Paul Biya continuer à diriger le pays dans une situation catastrophique pour les jeunes, ou allons-nous nous mobiliser pour soutenir que ce soit Akeremouna, que ce soit Cabral Libé, Kamto ou Joshua aussi, en leur disant que voici le problème de la jeunesse, pouvez-vous garantir les intérêts de la jeunesse camerounaise? Maintenant, si les jeunes ne se mobilisent pas, que voulez-vous que le pays, comment le pays va-t-il se développer? Il faut donc que pour que le pays prenne sens, il faut que la masse, il y a les jeunes et il y a les femmes. Parce que les femmes ne sont pas exclues. Elles représentent plus de 50% de la population camerounaise. Et les femmes, malheureusement en politique, parfois se laissent dominer par les hommes. C'est pourquoi je salue et je félicite un mouvement comme More Women in Politics de professeur Justine Difo. Par exemple, ce genre de mouvement qui accompagne les femmes dans l'engagement politique, même si on peut ne pas apprécier d'autres femmes comme la ministre Ketia Koutez et autres, mais ce sont des femmes qui ont montré que les femmes peuvent avoir le leadership en politique, comme Françoise Foni, paix à son âme d'ailleurs, voilà. Patience Ebumbo qui vient de décéder, qui était sénatrice ici dans la région littorale, toutes mes condoléances d'ailleurs à sa famille. Donc des femmes comme ça, les Amandine Bell, les Maris Bell et autres. Donc il faudrait aussi que les jeunes, Cabral Libé a fait son tour en 2018, il faudrait que 2025, nous ayons beaucoup de Cabral Libé. Nous autres, ça va bientôt faire 10 ans que nous sommes dans la scène.
Nous marchons aux côtés des aînés, des parents, nous apprenons, nous préparons la relève de demain. Mais cette relève-là doit être là aujourd'hui massivement parce qu'ils ne vont pas nous laisser le payer comme ça. Ils vont nous laisser le payer dans une situation où nous devons être préparés. Si je fais le tour, je chute par là, le tour des états-majors politiques, je sors d'ici. Il y a combien de jeunes qui sont prêts à prendre les rênes? Supposons demain matin, le président pour lui a dit qu'il part. Combien sont prêts à gérer un ministère, à être secrétaire d'État, à être dans les institutions, le conseil régional, le conseil municipal et tout le reste? Combien? Si on veut... Non, je dis combien? Combien? Il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. La preuve, en termes de compétences ou en termes non, de quoi? En termes de quantité de compétences et de préparation. Lui, par exemple, il marche avec l'honorable Nietzsche, ensemble, avec les Azimba. Mais demandez-lui combien de sa tranche d'âge autour d'eux. Si eux maintenant disent qu'ils vont pour le conseil municipal, as-tu des jeunes là prêts, qui sont préparés? Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les gens, il s'agit d'avoir des personnes qui sont préparées et compétentes. C'est le travail que nous on fait au quotidien. Non. Moi, je suis d'ailleurs le délégué national à la jeunesse, donc du coup, je travaille avec le délégué national des femmes et la vice-présidente, la 4e vice-présidente de mon parti, qui est également une femme, pour me faire monter la dynamique. Et je vous assure, si vous voulez, et on se retrouve peut-être après l'émission, et je vais te montrer le travail titanesque que nous faisons dans les 10 régions du Cameroun. Ça, c'est un travail qui est fait. Peut-être ne comprend pas. Vous savez, la gestion d'un État, ce n'est pas la gestion simple d'un parti politique ou d'une association. Un État demande un parcours, ça demande une préparation. Vous avez une chance. Lui, il a une chance. Il travaille au niveau du conseil régional, le président du conseil régional. Il apprend à ses côtés. Tous les autres grands leaders du Cameroun qui occupent les hautes fonctions administratives et politiques, il y a combien de jeunes à côté d'eux? C'est ça la question. C'est pour ça que vous voyez que souvent, quand quelqu'un est ministre, il a 60 ans, on estime au sein du gouvernement qu'il est encore jeune. Quelqu'un qui a 60, il n'est plus jeune. Il prépare déjà, bientôt, 5 ans après, il va préparer la sortie. C'est l'âge à la fonction publique, c'est 55 ans. Pour les enseignants, c'est 60 ans. Donc, c'est à des retraités au niveau de la fonction publique. Mais il faudrait que les jeunes aillent auprès de ces aînés-là pour préparer la gestion du pays demain, pour qu'ils aient à apprendre, qu'ils aient des compétences, et ensuite le pays va changer. Donc il faut une dynamique jeune, une implication dans la politique, dans la citoyenneté, pour que les jeunes véritablement soient rassurés que leurs intérêts seront pris en compte par celui qui va diriger le Cameroun. Jean-Claude Deyout, selon Paul Youm, le non-renouvellement de la classe politique pourrait également être l'une des raisons du non-engouement des jeunes. Quel est le crédit que vous accordez à cette posture? Il a rappelé l'âge de certains leaders. Il a également rappelé le fait qu'en 2018... D'accord. La question fondamentale, c'est quel est le projet de société que les différents acteurs politiques sont en train de proposer à cette jeunesse-là. C'est très facile d'accuser les jeunes pour ceci, pour cela, mais qu'est-ce que vous êtes en train de proposer à cette jeunesse? Quelqu'un qui a 92 ans, c'est ce que vous proposez? Nous avons un projet pour la jeunesse. Lequel? À partir de notre candidat, vous savez exactement ce que le président de la République, il vous dit lors des discours à la jeunesse le 10 février. Vous savez exactement ce qu'il fait pour les jeunes. Mais nous, on ne sait pas ce que vous faites pour les jeunes. Et autre chose, Monsieur Ismaël qui a besoin de nous dire que le fait de ne pas inscrire les concitoyens le week-end, c'est pour cela qu'il manque d'engouement. Je vous rappelle que tous nos concitoyens obtiennent la CNI, la copie d'acte de naissance, le passeport, les frais du casier judiciaire, les timbres, les certificats de nationalité, les dossiers de candidature sont déposés et ainsi de suite de lundi à vendredi. Mais pourquoi c'est l'inscription sur les listes électorales qui doit faire une entrée? Donc ce que je voulais dire que ceux qui s'inscrivent sont uniquement des travailleurs ou des non-travailleurs. Non, mais c'est trop facile. Parce qu'en réalité, si vous lancez appel à candidature pour le recrutement là maintenant de 10 000 emplois, vous allez constater que de lundi à vendredi, vous êtes submergés. Ça veut dire que les uns les autres trouvent de l'engouement. Ils y seront. Mais pourquoi il n'y a pas d'engouement? Posez-vous cette question. C'est ça la question. Ce n'est pas un problème du week-end. Lorsque c'était quand vous parlez de ce que proposent les différents leaders en termes de programmes, de projets, vous impliquez également votre candidat. Mais pratiquement, notre candidat lui dit à Mondo Vision ce qu'il a fait pour la jeunesse. Il a fait quoi? Et c'est pour ça qu'il est facile de pouvoir critiquer. Malgré ce qu'il dit, on constate que les jeunes manquent toujours d'engouement.
Non, mais les jeunes ne Ça veut dire que s'ils remettent en question les différents programmes qui sont proposés par les uns et les autres, celui de votre candidat également est concerné? Non, on n'a pas dit que les jeunes en faveur du RDPC manquent d'engouement. Il faut qu'on se comprenne très bien. Ils étaient en train de dire ici, et j'ai suivi par exemple la démonstration... Ceux qui manquent d'engouement, ce sont les jeunes en faveur de l'opposition. Monsieur Ismaël nous a dit que s'ils atteignent la masse critique de 10 millions d'inscrits, ils sont sûrs que le RDPC sera battu. Et je ne sais pas si l'inscrit veut dire voter opposition. Sauf si le vote est connu d'avance. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous contentez pas de dire que inscrit veut dire, la masse critique voudrait dire que vous avez battu le RDPC. Un instant, est-ce que vous pensez que c'est sérieux pour le président Paul Biya, après 43 ans de pouvoir, d'avoir aujourd'hui pour une élection, d'être élu avec moins de 5 millions de voix pour une population estimée à environ 30 millions d'habitants? Est-ce que vous pensez qu'avoir une élection après 43 ans à 2 millions de votants uniquement, c'est-à-dire que sur 30 millions, vous avez eu le crédit de 2 millions et vous pensez que c'est légitime après 43 ans, puisque toutes ces personnes qui ont voté, c'est des personnes qui sont nées sous votre ère ou bien qui ont travaillé pour vous? On parlait du taux d'abstention tout à l'heure. Allez-y. À l'écouter, oui. Il ne connaît même pas la population du Cameroun. Parce que tantôt, il est... Bon, est-ce que vous pouvez nous dire exactement combien nous sommes au Cameroun? Ça, c'est... Ismaël. C'est d'abord un élément. Et deuxièmement, est-ce que c'est toute la population camerounaise qui est en âge de voter? Non. Est-ce que le vote au Cameroun est obligatoire? Non. À partir de ce moment, vous avez plein de leviers pour pouvoir reconnaître si nous avons les bons chiffres ou pas. Et on peut aussi observer qu'il y a eu pratiquement au premier trimestre de cette année un engouement. Ensuite, s'il n'y a pas un engouement, ça ne voulait pas dire qu'il n'y a pas d'engouement, ça peut aussi être que peut-être qu'on a saturé, touché tout ce qu'on devait toucher. Ah, d'accord. C'est aussi possible. 8 millions. Je dis bien, c'est aussi possible, sauf si ils sont en train de vouloir nous dire... Et dans la population, ce que vous dites, c'est qu'il serait possible que la population en âge de voter au Cameroun soit limitée à 8 millions. Pas limité, motivé à vouloir s'inscrire. Il faut qu'on se comprenne bien, c'est pas obligatoire. Et autant être inscrit, c'est quelque chose, autant aller encore voter, c'en est un autre, parce que le taux d'abstention est là. Et le taux d'abstention reflète le fait qu'il y a un désintéressement de la politique. Très bien. Il y a une mauvaise compréhension des projets de société. Et lorsque vous avez des partis politiques qui ont pour unique projet de société le candidat d'un autre parti et l'âge du candidat d'un autre parti, quel est leur projet de société? Rien du tout. Est-ce qu'en disant 43 ans plus tard, lorsque sur le plan constitutionnel et sur le plan juridico-légal, le candidat remplit les conditions d'être candidat, mais laissez le RDPC qui va présenter son candidat. Si vous êtes sûr que vous avez le candidat le plus compétitif et le meilleur sur le terrain, c'est nous qui tirerons les leçons le moment venu de la défaite. Mais cessez de vous concentrer sur la qualité de notre candidat, parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel nous donnera la liste des candidats. Très bien. Mais maintenant, présentez votre projet de société et dites à la population ce que vous voulez faire. Mais vous voyez, en réalité, on peut débattre ici pendant 2 heures de temps. Personne ne vous dira exactement ce qu'ils veulent faire. Ils vous diront tout simplement, il faudrait que Paul Biya, 43 ans, de ceci, cela. À partir de ce moment, ce n'est pas un projet de société. Et comment voulez-vous que le jeune qui est en train de nous regarder trouve que vous avez apporté quelque chose de nouveau, trouve que vous êtes plus intéressant? Il va tout simplement me dire, ok, moi je suis même déjà inscrit. Et de conclusion, j'attends. Très bien. Elvadas Kenyi, je vous ai lu assez optimiste cette semaine après les événements en rapport avec la mobilisation des quelques Camerounais, notamment des jeunes, au siège du MRC à Grand Moulin. Pourtant, les chiffres sont formels. Seulement 2,7 millions de jeunes sont inscrits. Est-ce que ce n'est pas contradictoire quand d'un côté on a ce type de regroupement avec des jeunes et que de l'autre côté 2,7 millions de jeunes seulement inscrits? Oui, merci Lila. Nous étions très optimistes de voir la jeunesse se mobiliser pour défendre son droit, parce que c'est ce que nous, au CPP et à Stand-Up for Cameroun, nous enseignons aux jeunes chaque jour, c'est qu'il faut défendre votre droit de manifester, votre droit de protester, votre droit de dire non, votre droit de choisir qui est-ce que vous voulez. Alors,
quand vous parlez d'engouement, vous avez parlé de 2,7 millions. 2,7 millions de jeunes seulement inscrits. Mais je veux vous rappeler que Léla, le 23 mars 1965, on a eu une élection présidentielle au Cameroun et on avait 2 702 098 votants. Exactement. Plus de 60 ans plus tard, nous avons, le 7 octobre 2018, 3 590 681 inscrits. Votants, pas inscrits. Votants. Donc vous voyez que de 8 millions d'habitants en 1965 à plus de 30 millions en 2018, on a à peine 1 million de votants en plus. C'est dit qu'il y a quelque chose. Il faut comprendre qu'en 1965, on était dans une dictature tyrannique d'un autre genre avec M. Amadou Ahidjo. Il avait instauré d'ailleurs en 1966 le parti unique qui est resté et qui est finalement devenu le RDPC en 1984. Et on a continué comme ça jusqu'en 92. On a continué, on est revenu avec le multipartisme. Et les Camerounais, les citoyens avaient déjà compris que le jeu était pipé avec un président qui était tout le temps élu avec des scores gigantesques, avec des scores qui n'avaient rien à voir avec les réalités sur le terrain. Et petit à petit, on a construit une démotivation. Donc aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les jeunes, pour la plupart, les Camerounais, pour le dire tout simplement, sont démotivés par la participation à l'élection présidentielle. Parce qu'on a compris que sur cette table, ou bien si vous faites un petit vox pop dans la rue, vous ne douteriez pas de comment est-ce que se terminera l'élection présidentielle de 2025 avec Paul Biya, avec une élection organisée par le RDPC. Donc, pourquoi continuer à faire la même chose chaque jour et s'attendre à des résultats différents? Nous sommes allés aux élections depuis 92. Est-ce que ce qu'il faut dire, c'est que vous ne croyez pas à un changement après 2025? Non, nous ne croyons pas aux élections organisées par Biya. Par Monsieur le Président de la République, par Monsieur Paul Biya, oui. Monsieur Paul Biya ne peut pas organiser une élection et la perdre. En tant que candidat, il ne parle pas du Président de la République, il parle du candidat Biya. Il parle du candidat Biya. Qui est candidat en Soufou? Il dit que tel que nous regardons la configuration politique et administrative du Cameroun, avec Elekam, constitué des membres, des collègues de M. Yout, membres du RDPC, quand on regarde le Conseil constitutionnel constitué des membres du RDPC, lorsqu'on regarde tout l'appareil qui est autour des élections, je ne parle même pas du ministère de l'administration territoriale. Vous avez formellement vérifié les cartes des membres d'élections Cameroun pour être certain qu'ils sont membres du RDPC. Mais Léla, vous savez très bien, vous êtes journaliste et vous avez toujours couvert ces événements. Très récemment, vous avez encore vu la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel qui est arrivé au Conseil constitutionnel avant de démissionner du RDPC. Tous reçoivent d'abord l'onction. Là, vous parlez du Conseil constitutionnel, pas de l'élection Cameroun. À l'élection Cameroun, c'est la même chose. Vous ne montrez pas un membre, regardez la constitution de l'élection Cameroun. Et vous avez vu les cartes de militants du RDPC. Ils sortent tous de la machine RDPC. Lorsqu'ils arrivent à Elekam ou au Conseil constitutionnel, par élégance et pour faire le beau sur les écrans, ils abandonnent leur militantisme. Mais pour beaucoup, nous avons encore constaté très récemment. Nous avons constaté très récemment que sur le site du RDPC, il y avait encore des membres du Conseil constitutionnel comme membres du RDPC, du comité central. Donc ça ne nous surprend pas. Et lorsque les jeunes regardent, les jeunes Camerounais sont très intelligents, ils travaillent beaucoup et ils se rendent compte que aller à une élection organisée par M. Paul Biya, supervisée par M. Atangandi, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Et face à cela, on n'est pas surpris du découragement. Il faut attendre le dimanche pour aller dans les coins de 2-0, inscrire les gens, comme mon frère du FCC le dit. C'est vrai, parce que les Camerounais ne sont pas intéressés par ça. Il faut aller le dimanche matin devant les églises pour espérer inscrire 20-30 Camerounais. Et ça, c'est les records journaliers de Elekam. Vous pensez que c'est sérieux? Les Camerounais veulent tellement le changement. Les Camerounais travaillent tous les jours. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que l'opposition propose finalement face à... Parce que les difficultés, vous les avez dit, l'élection organisée par Election, qui selon vous sont des transfuges ou alors des anciens militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Effectivement. Et à côté, le ministre de l'administration territoriale ne garantit pas
vraiment une certaine équité dans l'élection. Mais en face, qu'est-ce que l'opposition propose alors face à ça? Alors, l'opposition a quels moyens pour proposer quelque chose? Parce que vous avez, par exemple, pour ceux qui vont aux élections, prenons cela, nous avons le Cabral Libi, Thomas Ndamjoya, Joshua aussi, tous ces présidents de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, en plus du MRC, qui ont décidé de travailler à l'Assemblée nationale. J'ai dit les partis représentés à l'Assemblée nationale et en plus le MRC. Ils ont organisé un groupe de travail pour faire des propositions du nouveau code électoral. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien que la simple conférence de presse pour présenter les résultats de leurs travaux a été interdite. Nous avons participé à la production parce que nous n'avons pas voulu participer aux séances photos, mais nous avons fait des propositions concrètes en termes de documentation et de propositions pour améliorer ce code électoral. Mais rien que la présentation du travail a été interdite par M. Atangandi. Qu'est-ce que vous voulez que, si une simple conférence de presse n'est pas autorisée, vous pensez que c'est une mobilisation pour réclamer une victoire qui va être autorisée? Non, ce n'est pas possible. Donc voilà les réalités. Les jeunes aujourd'hui se rendent compte de ce qu'il est impossible pour un président de parti de tenir une séance de travail avec ses collaborateurs dans son parti. Ce n'est pas ce président qui n'arrive pas à tenir une séance de travail avec ses collaborateurs dans son siège qui ira à Yaoundé, là où tout le BI, toute la GEP est concentré pour entrer à Etoudi. Non, il ne faut pas se leurrer. Et nous, au CPP et au CNF au Cameroun, nous pensons qu'il faut une transition politique. Nous pensons que toute l'énergie qui est dépensée dans les coalitions, dans les inscriptions et autres, pourrait nous permettre de nous mettre ensemble et de faire face, de faire front contre la machine du RDPC et le mettre à côté. Parce qu'il faut le rappeler, aucune dictature n'est tombée par les urnes. Et c'est pas au Cameroun que ça va se passer pour la première fois, parce que quand nous regardons. Est-ce que ce que vous dites, c'est que le Cameroun, c'est une dictature? Je ne pense pas. Pas camerounaise. Non, je ne pense pas que dans une dictature, vous pouvez être sur un plateau de télévision et dire que c'est une dictature. Oui. Justement, les raisons même, quand vous posez la question, quand vous posez cette question, est-ce que le Cameroun, c'est une dictature? Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est la vérité. Parce que qu'est-ce qui caractérise la dictature? C'est l'arbitraire. L'arbitraire, ça veut dire qu'au sortir d'une émission comme celle-ci, on n'est pas très certain d'arriver à la maison. C'est pourquoi nous avons des protocoles de sécurité qui permettent de se rassurer que tout le monde est rentré à la maison. On n'est pas très sûr, à la sortie d'une réunion, de rentrer tous. On a vu très récemment, après le meeting, on s'est rendu compte, par exemple, qu'un des militants du MRC, un des cadres du MRC, manquait à l'appel. Donc c'est l'arbitraire. Vous pouvez organiser une rencontre comme Cabral Libi, comme quelqu'un d'autre, et vous en sortir indemne. Vous pouvez organiser le lendemain et vous fait arrêter. Ça, c'est l'arbitraire. Et c'est une caractéristique d'une dictature. Donc, en dictature, c'est l'arbitraire. Je pense que la dictature ne laisse pas le choix. Non. C'est pas parce que... C'est l'une des caractéristiques de la dictature. C'est notre interprétation. L'une des caractéristiques de la dictature, c'est l'éternisation au pouvoir. Au moins, celle-là, on est d'accord. Parce que ça fait plus de 65 ans que nous avons le même régime au pouvoir. Sans alternance, sans pause. Mais il y a des élections qui sont organisées. Dans toutes les dictatures, on organise les élections et ces élections sont toujours gagnées par la même personne, le dictateur. Alors en 1965, on avait 2 702 098 personnes qui avaient voté pour Amadou Ahidjo. Il a eu 100%. Vous vous rendez compte? 100% de votants. Aucun Camerounais n'a le droit de dire non. Et ça n'a pas changé aujourd'hui en 2025. Si ça n'a pas changé, comment est-ce que vous faites pour être militant du CPP? Comment est-ce que Ismaël fait pour être militant du FCC? Mais à comment est-ce que Poléyoum fait pour être militant de l'AFP? Ça vous a pas échappé tout à l'heure quand Eyoum rappelait que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, quelques jours après, je n'ai pas été retrouvé. Parce que on a des services qui sont prêts à faire taire tout jeune, tout Camerounais qui veut donner une opinion contraire, qui ne veut pas soutenir 43 ans de présidence de quelqu'un qui, quand bien même il s'appellerait Paul Biya. 50 ans de vous vous rendez compte. Donc, nous pensons qu'il faut passer à autre chose. Très bien. Il faut passer absolument à autre chose et les jeunes l'ont d'ailleurs compris. Ceux que nous rencontrons, ceux que nous formons chaque jour, sont conscients, lorsque nous leur présentons les réalités de ce que le Cameroun les réserve.
au lendemain de leur vote, Très bien. ils comprennent effectivement qu'il faut faire autre chose. Oui, allez-y. Léla, je veux vous rassurer que ce matin, pendant que je sortais de la maison pour venir sur votre plateau, il y a un jeune qui m'a demandé, ils étaient au 2-0. Quand je passais, ils m'ont dit, Ismaël, j'espère que le candidat, le professeur sera candidat. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le spectre du fait que quand on ne sera pas candidat, on l'a tempêté, on a essayé de décourager les Camerounais à cette idée. Et aujourd'hui, on espère qu'il sera candidat. Écoutez, l'espoir des Camerounais, c'est de le savoir candidat. Et seulement sur cette, c'est-à-dire que sur cette incertitude, Celui qui lui-même vous a dit qu'il ne sera pas candidat en 2027. Ça décourage plus d'un. Non, écoutez, s'il vous plaît. Ça décourage plus d'un de savoir que celui pour qui il veut aller voter, on lui dit qu'il ne sera pas candidat. C'est pour ça que, et c'est un discours qui a été tenu et préparé, tenu et entretenu par le RDPC. Effectivement, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Écoutez-les là, les jeunes aujourd'hui au Cameroun sont assez conscients. Sauf que, ce qui se passe, c'est que, comme on parlait tout à l'heure de la dictature, vous n'allez pas me dire que le Cameroun n'est pas un État où règne ou bien sévit la dictature. Parce que vous ne pouvez pas nous justifier le fait que, moi je le dis encore, le 2 novembre 2024, nous tenions une réunion du comité directeur national. Pendant que notre siège était encore en réflexion, au domicile du président national du FCC, qui est l'honorable combattant Jean-Michel Nitche, qui jouit de l'immunité parlementaire. Que ce matin-là, à 4 heures, sa maison était encerclée par la soldatesque. Je dis, il y avait la police, la gendarmerie, anti-émeute, il y avait les services c'est-à-dire que antiterroristes. Les gars étaient cagoulés avec des armes, des kalash. Et puis quand vous approchez du portail, on faisait comme ça avec l'arme. C'est-à-dire, c'est avec l'arme qu'on chassait les gens. Quand on l'a appelé, il est sorti, il leur a demandé qu'est-ce qui se passe. Et Vous y étiez, Ismaël? Mais écoutez, moi je vous parlais d'une réunion où j'y étais. Et vous avez des journalistes qui y étaient, parce que ce n'est pas du commérage. Et ils sont restés là-bas toute la journée. Moi, pendant qu'on y est, si ce commissaire est devant sa télé, il va vous dire, il est rentré tout sous, il dit, j'ai demandé, je ne vous reconnais pas, vous êtes qui ici? Il dit, je suis militant de Japoma, je viens chercher Théodore. Je dis, Théodore, c'est qui? Je ne connais pas Théodore, sors d'ici. Puisque son domicile est en face du commissariat 14e. Et à la fin de la réunion, c'est moi qui suis allé appeler le commissaire, moi, pour dire au commissaire, viens, et puis on va faire le point de presse, tu vois ce qui s'est passé. Il a envoyé son adjoint. Et puis ils ont dit que non, on a cru que c'était une réunion de l'APC et que Kamto devait être là. Il dit que même si Kamto vient, est-ce que je n'ai pas le droit d'inviter qui je veux chez moi? Regardez comment est-ce que même un homme... Dans une dictature, vous serez allé appeler le commissaire et il vous aurait envoyé son adjoint? Non, puisque nous sommes des républicains. Vous avez vu l'autre jour, comme les Camerounais ont servi de l'eau au FMO. Nous sommes eux-mêmes, ils souffrent autant que nous. Ces gars, parce qu'ils n'ont pas dormi chez eux, ils ont passé la nuit à la belle étoile, on les a... Et je voudrais surtout rappeler aux Camerounais, le fait de faire sortir les policiers l'autre jour contre l'arrivée du professeur Maurice Kamto à Dedo, c'était pas forcément... Il y avait un autre objectif derrière. L'objectif financier. Vous savez que les camarades de Paul Eyoum sont des personnes qui ont fait de youth, ont fait du vol un modèle de gouvernance. C'est-à-dire c'est des gens qui volent comme des souris. Et puis quand ils trouvent une occasion de le faire, ils ne manquent pas. Vous vous souvenez en 2020, quand le professeur Maurice Kamto est revenu de l'Union africaine, il est descendu à Douala. L'armée l'a escorté, il est allé à Dedo, il a tenu une réunion de 2 heures et tout était terminé. Donc il a donc fallu pour cette fois-ci, pour qu'on trouve des poches pour voler de l'argent, on a fait mobiliser l'armée pendant 2 jours. Parce qu'il fallait justifier. Comment vous le savez? La police et la gendarmerie. Comment vous le savez? Comment vous le savez? Est-ce que quand ces gens sont... Bon, est-ce que quand ces... Combien a été dépensé? Combien est sorti? Qu'ils nous disent donc... Qu'ils nous donnent donc l'opportunité. Parce qu'en 2020... C'était le même scénario et puis il n'y a rien eu. Cette fois-ci, quelle était l'opportunité? Et autre chose, pour vous rassurer davantage, pourquoi est-ce que le RDPC, parce qu'on n'a jamais entendu la voix du RDPC pendant que Landry disait tout à l'heure que tous les membres de l'ECAM du Conseil constitutionnel sont du RDPC, vous semblez ne pas être d'accord avec lui. Pourquoi on n'a jamais eu la position du RDPC et des cadres du RDPC sur la publication de la liste nationale de l'ECAM, alors que c'est une obligation de la loi? C'est pour ça que nous avons dénoncé le document
avec l'assistance de l'ONU, parce que si l'ONU était sur ce point, si l'ONU avait véritablement l'objectif de l'ONU était de venir aider les Camerounais, premièrement, l'ONU n'aurait jamais accepté d'aider le Cameroun sans exiger à Elekam de satisfaire à cette exigence pour la bonne tenue, parce qu'ils ont dit que c'était pour la bonne tenue des élections. La première chose que l'ONU devait faire, parce que nous comprenons désormais que ce que l'ONU veut faire, c'est reprendre ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire en 2010 merci, Ismaël. et semer le chaos au Cameroun. Et nous n'allons pas l'accepter. L'ONU ne peut pas venir signer un document comme ça à la demande de Elekam sans que merci Ismaël. L'organe Elekam n'est satisfait à ses obligations statutaires. Je veux juste préciser quelque chose. Le Conseil national de la communication nous regarde et il faut être assez responsable dans chacune de vos prises de parole. On ne va pas dire que les camarades de M. Youth volent comme des souris, on va simplement dire qu'il y a des ministres qui sont du RDPC, qui ont été interpellés. Du RDPC. Voilà, il y a des ministres qui ont été interpellés, qui étaient par exemple dans le cas de la Kangé des Covid, on a des gens qui refusent encore d'aller se faire entendre. Il est important de savoir choisir les mots. Allez-y, Pauléon. Détournement, c'est vol. C'est le français qui... Allez-y, Pauléon. Vous savez, j'ai suivi les différents intervenants tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qu'il faudrait noter. Lorsque les jeunes, par exemple, décident de soutenir des gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans, le président national du GDPC, il a quel âge? Connaissez-vous les âges des militants dans les sections de l'OGDPC? Prenez commune par commune le Cameroun, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui ont dépassé 45 ans. L'âge, j'ai oublié l'âge statutaire, je crois que c'est 35 ou 40 ans dans leur parti. Il y a des gens qui ont 50 ans qui sont restés à l'OGDPC. D'autres sont allés au-dessus, c'est-à-dire au RDPC. Mais là-bas, ils sont devenus des personnes lambda, alors qu'ils occupaient des fonctions de président de sous-section et président de section au GDPC. En dehors de mon ami Charles Elizan, qui lui a été président de section au GDPC. Aujourd'hui, il est président de sous-section RDPC Mbam et Vaudon à Noubel. Mais ils sont combien? Parce que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Gideon Gana a démissionné du RDPC. Il est aujourd'hui au SDF. Parce qu'il disait qu'il ne peut pas avoir été président national des jeunes du RDPC. Il a plus de 50 ans et tous les gens lui disent qu'il faut attendre, tu es encore jeune. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a démissionné. Donc moi je crois qu'il faut quand même qu'on soit cohérent dans ce qu'on veut. Parce que le débat intergénérationnel au Cameroun, on peut l'amener à deux niveaux. Le premier niveau, c'est dans le sens proprement dit de la jeunesse. Quel est le changement que nous voulons pour les jeunes? En termes de société, quel est le changement que nous voulons? Quel est le Cameroun que nous voulons? Si on fait un constat que le Cameroun actuellement est dans un chaos en termes de gestion, et il n'en demeure pas moins que les jeunes peuvent s'asseoir et réfléchir. Quel est le pays que nous voulons? Quand nous avons des jeunes qui vous disent qu'il faut le changement, et c'est encore eux qui prennent 2000 francs ou qui soutiennent le régime, et vous avez nous autres qui disons que non, nous trouvons que les jeunes, ça ne va pas. Nous sommes entrés en politique parce que nous avons vu que ça ne va pas. Et c'est pourquoi nous disons à toute la masse des jeunes d'être beaucoup plus conscients. Lorsqu'il y avait les élections municipales législatives de 2020, je me suis rendu compte que ceux qui votent le plus au Cameroun, c'est les gens qui ont plus de 60 ans. Je vous dis une vérité. C'est-à-dire, ça peut choquer, mais c'est une réalité. Comment le pays va donc changer si ceux qui constituent la masse ne sont pas impliqués? Le deuxième niveau où on peut mener la réflexion, c'est le niveau des politiques, des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'elle va soulever? Qu'est-ce que les pouvoirs publics font réellement pour impliquer les jeunes? Mais là maintenant, ne demandez pas à ceux qui profitent de l'absence des jeunes pour gouverner comme ils gouvernent, d'aller mobiliser les gens qui vont venir être contre eux. C'est pourquoi quand il dit qu'il est comme inscrit pour le samedi et le dimanche, mais c'est une logique normale pour eux. Pourquoi il est comme va aller chercher les gens qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, à qui on ne tient que le discours Paul Biya. Là, j'ai plus 43 ans, rien ne marche. Moi, quand j'étais à la CIL, ma maîtresse appelait Madame Kolonke, on nous posait la question qui est présent à l'Assemblée nationale. J'avais écrit le nom de Kavaye Djibril. Aujourd'hui, je suis en politique. Nous sommes en 2025. Le même nom qu'on me demande, je dois encore écrire Kavaye Djibril. Président du Conseil économique et social, Ayan Luc, président de la République, son Excellence Paul Biya. Président, non, à un moment donné, on a quand même besoin d'avoir un nouveau dynamisme, un nouveau changement. Il faut quand même... Donc, non, prenez ça comme vous voulez. Donc, au niveau étatique,
qu'est-ce qu'on fait véritablement pour impliquer les jeunes? Et c'est là où vous avez l'impression que les membres du genre du Cameroun, ils sont comme des passagers clandestins. C'est-à-dire que c'est comme s'ils sont, comment on appelle ça encore dans le transit, ceux qui font, c'est-à-dire... Les escales. Non, oui, l'escale. Il y a un terme, non, il y a un terme approprié là. C'est-à-dire que vous voyez quand même marchand. Pardon? Les passeurs. Non, vous avez une expression, quand vous faites dans le commerce, par exemple, vous voulez avoir une livraison au Tchad, mais ça fait la bonne escale au port de Douala avant d'arriver au Tchad. J'ai oublié le terme technique. Bon, j'ai oublié l'expression que je voulais. Mais ils se comportent comme des passagers, des gens qui sont seulement en escale. C'est-à-dire qu'après eux, le Cameroun, si ça veut, ça disparaît. Ils ne se soucient pas que lorsque nous allons partir, on va faire comment? Le président Ahidjo, tout premier président de la République du Cameroun, il est là. Il a laissé ce pays avec des sociétés. Il n'y avait pas la population que nous avons aujourd'hui. Quand le président Ahidjo partait, nous étions, si je me rappelle bien, à peine 15 millions. Mais il a créé des sociétés qui étaient préparées pour le Cameroun de demain, pour le futur. Youf et ses amis sont venus. Premier acte, ils ont d'abord tué la mémoire. Ils ont changé le nom du parti. Ils ont dit que UNC est devenu RDPC. Ils ont tué la mémoire de tous les grands partis au Cameroun, que ce soit les UP6, que ce soit tous ceux qui ont travaillé au président Ahidjo 83, le gouvernement du 18 juin 1983, tous les caciques qui ont fait le pays, Samuel Lebois, William Etekimbouma, les Sengako, tous les autres, on les a mis de côté. On a donc dit au président Paul Biya, allez-y donc. Le président Paul Biya, il a ouvert les vannes à tout type de personnes qui n'étaient pas des militants politiques, qui sont entrés dans le RDPC, ils font tout et n'importe quoi. Non. Oui, lui-même, il devient vice-président, c'est lors du congrès qui a eu lieu avant. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on vous confie le pays, mais pensez au moins à l'avenir de demain. Aujourd'hui, où nous sommes assis, c'est là. Si nous-mêmes, on pose la question au président Paul Biya, Monsieur le Président de la République, en 43 ans, que pensez-vous avoir laissé véritablement à la jeunesse? Les sociétés privatisées ou on veut racheter? Aujourd'hui, on dit qu'on veut racheter Eneo. On va racheter Eneo. Les mêmes gens qui nous ont amenés au FMI, où le président Biya avait dit que nous ne partirons pas, ils vont encore reprendre le même Eneo, ramener encore au FMI. On nous a laissé. L'école publique est morte. Moi, j'ai fait l'école publique. Beaucoup, à l'époque, faire l'école publique, c'était une fierté, un honneur. Aujourd'hui, même le pauvre, le peut mettre son enfant à l'école publique. L'école publique est délabrée, il n'y a plus rien. Nous avions avant les bourses, qui connaissent aujourd'hui où sont passées les bourses. Eux-mêmes, tous ceux qui sont aux affaires, ils sont allés en Occident grâce aux bourses. Qui connaît où sont les bourses au Cameroun? Vous voyez les enfants aujourd'hui hyper intelligents, mais les concours ont aujourd'hui ce qu'on appelle les yeux. Ça veut dire que le concours, on n'a plus la garantie que le concours, c'est le plus méritant. Vous voyez même quelqu'un qui était votre camarade de classe, c'est lui qui devient le supérieur, lui et tout. C'est-à-dire, on est dans un pays, un cafarnaum total en termes d'emploi. Quelle est la situation des emplois des jeunes? Quelle est la situation des investissements au niveau des jeunes? Mais quand le président Paul Biya se pose la question lui-même, il nous a dit le 11 février dernier qu'il nous tiendra tout le langage de la vérité. Si le langage de la vérité ne peut pas être uniquement de ne pas suivre les apprentis sorciers, ceux qui tempêtent, mais il y a aussi le langage de la vérité de nous dire oui, j'ai échoué, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qui nous appelle et quand il nous appelle, qui retire tous ces gens-là qui sont à côté de lui? Je ne veux pas citer le nom ici là. Parce que ces gens-là, ce sont eux qui ont torpillé le pays, massacré ce pays, c'est-à-dire à tous les niveaux. Nous voulons un changement total, que ce soit le président Paul Biya, nous les jeunes, nous, et même les Camerounais, jusqu'à un certain moment. Jean-Claude Youd, est-ce que le président Paul Biya a une part de responsabilité dans le désistement, le non-engouement des jeunes aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il a une responsabilité majeure, mais chacun a ce qu'il a à lieu de faire. Les jeunes peuvent avoir retrouvé que se concentrer dans les domaines des études, l'économie, de ceci, et se désintéresser de la politique, c'est quelque chose, c'est un élément. Donc on peut aussi s'interroger sur ce plan-là. Les partis politiques... À vous entendre, ça vous arrange que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, en fait, ou alors ça ne vous pose aucun problème? Nous, au Rassemblement démocratique peuple camerounais, si vous demandez nos jeunes, nous allons vous montrer nos jeunes. Vous avez vu par exemple lors des différents défilés du 20 mai et tout, vous voyez que nous avons nos camarades de l'OJRDPC qui militent. Aujourd'hui par exemple, lorsqu'on dit les uns les autres prennent les clichés, vous avez 35 ans, au moment où peut-être on est en train de procéder au renouvellement des organes de base. Mais si on renouvelle les organes de base 5 ans plus tard, vous aurez 40 ans.
Mais cela ne voulait pas dire que vous ne deviez plus être jeune. C'est-à-dire, quelle est cette histoire d'interroger où on vous dit, si vous respectez les critères des tests de base du parti, ça voulait dire que vous êtes jeune. Et si vous ne l'êtes pas... ce sont les critères, des tests de base. Ce sont les tests de base du RDPC. Les tests de base du RDPC disent qu'on est jeune jusqu'à 35 ans, au sens du RDPC. Donc on milite à l'OGRDPC. Mais on peut très bien décider de ne pas militer à l'OGRDPC. Moi qui ne veux pas, j'ai jamais milité à l'OGRDPC. Mais cela n'empêche que j'ai 23 ans de militantisme. Mais c'est au RDPC. Est-ce que je suis moins jeune que les autres? À l'OFRDPC, par exemple, il y a des jeunes également qui sont des dames, mais ne militent pas forcément à l'OGRDPC. Comme qui les exemples sont à profusion. Quand il y a aussi le nom, comme qui? Je vous dis que les exemples sont à profusion. Comme qui que vous connaissez. Parce que le problème qui se pose, c'est que je vais vous donner un nom. Est-ce que vous connaissez le sommier politique? Si vous donnez le nom, on va vérifier. Parce qu'il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Si il y en avait, ça devrait être très facile. Oui, il faut citer un nom. Vous êtes sérieux? Moi, je vais citer un nom. Vous êtes sérieux, par exemple, pour dire qu'il n'y en a pas? Je vous donne les noms des conseils, par exemple, régionaux. Je vous donne Touba. Par exemple, Lionel, il n'est pas jeune. Non, vous avez dit femme. Tekla, par exemple, Biega, elle n'est pas jeune à l'OFRDPC. Bon, je vous donne les noms que je sais que vous pouvez connaître. Mais entre-temps, la liste est non exhaustive. Vous parlez de quoi? Vous êtes sérieux dans votre affaire là? Je vous rappelle que c'est le Rassemblement démocratique. Monsieur Ismaël, vous pouvez me laisser parler. Je vous rappelle que c'est le Rassemblement démocratique peuple camerounais qui a présenté des élus jeunes. De l'autre côté, il y en a où? Aujourd'hui, c'est les septagénaires qui sont là. Le candidat dont il est en train de parler, il a quel âge? Le candidat soutenu par le FCC, il a quel âge? Ok, il est quoi? Septagénaire. Il nous parle de quoi? C'est un jeune? Il parle jeune, la jeunesse se retrouve en lui. Bon, c'est quelqu'un qui a 92 ans. Mais je suis en train de vous la dire que. Ok, notons donc que au FCC, quand on a 71 ans, on trouve qu'on est jeune par rapport à un aîné de 92 ans. Donc, désormais, appelons ton candidat Maurice Kamto, le jeune Maurice Kamto. Non, nous n'avons jamais dit tout. Parce qu'en réalité, c'est ça cette affaire. Non. Ok, mais si c'est pas de ça, vous parlez aux jeunes alors comment? Merci. Donc vous voulez ajouter quelque chose et on sort de ce sujet. Il ne parle même jamais. La dernière fois qu'il a parlé aux jeunes, il leur a dit quoi? Merci. Vous n'avez pas suivi le discours. On sort de ce sujet avec Elmadas. On n'est pas surpris que les jeunes soient aussi démotivés de la chose politique parce que le président Paul Biya, le camarade de M. ici sur le plateau, a pendant longtemps milité et travaillé avec acharnement à ce que les jeunes restent à l'école et que les politiciens fassent la politique. Il y avait même tout un slogan prôné par M. Paul Biya qui était l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Donc, lorsqu'on se retrouve donc... Mais est-ce que ce slogan est encore d'actualité lorsque dans le Nord, récemment, on a vu des jeunes au meeting les jeunes de 8 ans. Mais écoute. Les jeunes de 8 ans. Non, vous n'êtes pas sérieux. Non, lorsqu'un slogan, lorsqu'une campagne est menée avec en fond l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, on ne voit pas les résultats tout de suite. Il faut attendre 15 ans, 20 ans pour voir l'impact de cette politique-là qui a été menée sur la jeunesse. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des jeunes qui pensent que l'élection a commencé en 2018 au Cameroun. Monsieur Eyoum, qui est sur ce plateau, il n'est plus très jeune, mais il est entré en politique en 2016, il vous l'a dit. Donc à un âge où les Oumyobe étaient déjà en brousse. Vous vous rendez compte? Donc c'est juste vous dire que, c'est vous montrer l'impact de la politique de M. Paul Biya pour endormir, abrutir les jeunes. Heureusement, tous ne sont pas tombés dans le panneau. Il y en a comme nous, comme M. Youm et comme beaucoup d'autres jeunes Camerounais qui ont compris et qui ont travaillé, qui n'ont pas attendu le départ de M. Paul Biya pour s'engager dans la politique. Et nous encourageons les jeunes à continuer à s'engager. Pas nécessairement parce qu'à l'issue d'une élection, on pourra changer le président. Parce que je veux rappeler que Moubarak est tombé en Égypte après avoir gagné les élections à 93%. Il était l'un des présidents, disait-il, le plus aimé. Mais la jeunesse s'est mobilisée dans la rue pour
le renverser. Vous n'appelez pas les Camerounais à se mobiliser dans la rue. Je rappelle ce qui s'est passé en Afrique. On a vu cela en Tunisie, au Burkina Faso, on a vu cela. On a vu des présidents qui gagnaient toujours avec plus de 90%, mais qui, 1 an, 2 ans après, les jeunes qui ne se reconnaissaient pas en lui travaillent à le mettre à côté. Et nous pensons que les jeunes Camerounais sont assez intelligents pour savoir ce qu'ils ont à faire. Merci. Je voudrais juste, en 2 secondes, parce qu'on se voudrais sorti de ce ajouter, sujet. le Sénégal a changé parce que les jeunes se sont tous mobilisés. Le président Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et tous les autres, ils se sont engagés en politique depuis. Et ils sont arrivés aux affaires. Ils sont en train de travailler pour la génération future du Sénégal. Donc les jeunes Camerounais doivent comprendre, s'ils ne se mobilisent pas comme au Sénégal, très bien. Tous ceux qui vont venir, nous devons sûrement assumer les conséquences. Les PC qui sont engagés en politique. Quand je parle, il faut être sérieux. Merci. Est-ce que vous savez que moi, engagé en politique depuis 2004, parce que la première fois que je suivais une élection dans un bureau, c'était en 2007. À cette époque, j'arrive dans le bureau avec mon mandat. On me dit, mais l'enfant, si tu fais quoi ici? Écoutez comment on commence à vous stigmatiser. Et puis même dans le quartier, pendant que tu parles en fac, au lycée, quand tu discutais avec des camarades, on te dit, mon type, c'est les histoires des parents, tu ne vas pas rentrer dans ce genre de choses. Parce qu'on nous avait déjà fait croire que les jeunes ne doivent pas prétendre à ce genre de choses. C'est pour ça qu'on ne doit pas aujourd'hui en vouloir aux jeunes de ne pas d'être engagés tardivement ou bien de prendre conscience tardivement. C'est parce qu'il y a un certain discours qu'hier on a tenu pour les retirer. Merci, nous avons seulement été assez résilients pour rester encore debout jusqu'à ce moment. Parlons de cette réunion de concertation convoquée par le chef de la délégation permanente régionale pour le littoral ce 11 juin. Ismaël, rapidement avec vous, est-ce que le ministre de la Justice est dans son bon droit lorsqu'il convoque une réunion du RDPC dans son cabinet ministériel? Moi, je voudrais d'abord vous faire remarquer que le RDPC n'a pas de base véritable. Parce que si le RDPC avait une base véritable, vous voyez, c'est pour ça qu'ils interdisent aux partis politiques de se retrouver dans leur siège. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire pareillement. Et puis, si le RDPC était un parti qui respectait au moins les institutions, puisque quand on parle de partis État, vous allez encore peut-être dire que le CNC nous écoute et nous regarde. Si on parle de partis État aujourd'hui, on ne se trompe pas. Parce que citez-moi un seul militant au cadre du RDPC qui n'utilise pas la position du pouvoir qu'il a pour mater les Camerounais. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que vous mettez dans mater les Camerounais? Bon, écoutez, le fait même seulement de museler les gens, le fait d'utiliser la soldatesque, le fait seulement... et regardez par exemple le comportement du ministre de l'administration territoriale, qui peut se lever un jour, décider de fermer les portes d'une association qui a tous ces documents, dit, le ministre de l'administration territoriale dit que tel Camerounais ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle alors qu'il n'est pas membre de l'ECAM, membre du conseil constitutionnel, membre du conseil électoral. Il n'en est rien. Parce qu'il pense que... Le ministre de l'administration territoriale a également dit que Robert Kona devrait être reconnu comme le président. Mais je sais que il n'en est rien puisque... Non, écoutez, le fait c'est que l'opportunité de ces déclarations, est-ce qu'il a qualité pour le dire? C'est le principe. Est-ce que ces déclarations sont toujours prises en compte? Non, et c'est pour ça que je voudrais même également faire remarquer quelque chose aux Camerounais. C'est un monsieur, je ne sais pas comment il fait même pour se retrouver là-bas, parce que dites-moi un seul arrêté que ce monsieur a fait. Il fait toujours des communiqués. Et les communiqués sont des actes que tu ne peux pas attaquer. Le MINAT a beaucoup de travail à faire, on ne voit pas le travail. On ne voit pas le travail de sécurité sur le terrain. On a reçu les microbes à Yaoundé. On savait que les microbes, c'était les histoires des Douala. Si on a déjà, ça veut dire que le travail de renseignement prévisionnel, alors qu'il est le secrétaire permanent, du Conseil de sécurité auprès de la présidente de la République, à la présidente de la République. Donc le travail qui est le sien, il refuse de le faire parce qu'il est concentré sur un objectif qui n'est pas le sien. La note du président, parce que regardez, il est le délégué permanent, c'est ça non? Oui. Le chef de délégation permanente du RDPC dans le littoral. Mais il choisit de recevoir ses collaborateurs à Yaoundé. Il a un domicile à Douala. Ils ont la maison du parti à Bonadjo. Ils ont des restaurants. Non, c'est la maison du peuple. Ils ont appelé ça la maison du RDPC. On fait colorer ça aux couleurs du RDPC dans les autres villes. Vous voyez ça très bien. Alors que c'est l'argent que nos parents... On a coloré la maison du parti aux couleurs du RDPC dans quelle autre ville?
Non, mais vous êtes passé à Yaoundé voir la maison du peuple. Vous êtes passé à la maison à Yaoundé voir la maison du peuple parce que la maison, c'est juste, oui, c'est les couleurs du RDPC. Vous ne pouvez pas arriver dans la maison du peuple parce que ça s'appelle la maison du peuple. Ils ont changé en maison du parti et derrière vous voyez la photo du président de la République, ça veut dire que ce sont... Non, mais la maison du peuple... Sa photo est normale. Non, sa photo n'est pas normale. Non. Attention. Il est président de la République, sa photo est normale. Ce qu'on conteste par contre, c'est le fait des installations du RDPC. Par exemple, c'est irréprochable. Non, écoutez, quand c'est la maison du peuple, non, quand ça devient la maison du parti, de quel parti? Le parti RDPC. C'est pour ça que nous disons que c'est pas normal que ça devienne la maison du parti du RDPC. Donc, le président, le ministre de la Justice qui choisit de recevoir, et vous l'avez précisé d'ailleurs, on a eu une réunion du bureau politique du RDPC qui s'était tenu à la présidence de la République, ce qui n'était pas normal et qui ne peut jamais être, on ne peut jamais cautionner. Le RDPC, c'est dernièrement que le RDPC s'est fait doter d'un siège et nous ne comprenions pas comment est-ce que depuis tant d'années, avec les budgets qu'il gère, il n'avait pas pu le faire. Il aurait pu recevoir ces gens au siège de leur parti, que ça n'aurait causé aucun problème. Il serait revenu à Douala, là où il est censé travailler, dans ce genre de mission. Les missions du parti ne se tiennent pas dans son cabinet. Et quand nous allons dire que c'est un parti État, que c'est le RDPC qui gouverne le pays et non M. Biya, je pense que cette note du ministre est-ce qu'il faut comprendre que la fonction ministérielle est finalement plus politique qu'autre chose et qu'on accède à cette fonction en étant un bon militant? La fonction ministérielle, elle est politique. Elle est d'abord politique. Moi, je suis même de ceux qui veulent qu'on ait un système comme dans les grandes démocraties, que ce soit les élus, ceux qui ont les mandats des députés, mais qui soient des ministres. Moi, je suis favorable à cela. Parce que je trouve qu'un ministre doit également jouer une certaine légitimité. Au Cameroun, malheureusement, on a à peine 3 dans le gouvernement qui savent ce que c'est qu'un mandat. Grégoire Ouna, qui était député à Voué-Est, Ketcha Koutes, qui était maire à Baganté, qui même encore là, j'ai oublié, mais je crois qu'ils sont à peine 3. C'est une soixantaine de membres de gouvernement. Tous les autres n'ont jamais connu ce que c'est qu'un mandat électif. Comment vous pouvez vouloir diriger à une échelle nationale quand vous ne savez même pas ce que c'est que gérer les hommes à la base? Il y a un problème. Donc maintenant, pour revenir à cela, il faut comprendre l'histoire déjà même du RDPC. Sous le président Ahidjo, l'UNC, on avait un parti unique parce qu'en 1966, le président Ahidjo a aboli le multipartisme et il décide de créer un seul parti. Moi, je suis même favorable au retour du parti unique au Cameroun. Le jour où on fera un débat, je vous expliquerai pourquoi. Lorsque le parti unique, il est là, c'est un seul parti. Le président Ahidjo, lorsqu'il part, le président Paul Biya, après le congrès de Bamenda de 1985, il transforme un parti politique en parti administratif. Parce qu'à l'époque, quand il y avait le président Ahidjo, vous aviez les fonctions dans le parti, comme il y avait des personnalités qui avaient des fonctions dans le parti, et vous, et vous aviez le gouvernement d'un côté. Mais sur le président Paul Biya, l'administration est venue s'accaparer du politique. C'est pourquoi vous voyez le conflit à l'ouest entre l'ancien ministre Anne-Michel Angui et le ministre Joseph Lé. Vous voyez des personnes aujourd'hui, on devient un membre du parti parce qu'on a bénéficié d'un décret. Or, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est que dans l'appareil politique où nous sommes, on nous a confié des responsabilités, qu'on soit ministre ou pas. Et vous regardez, ils votent les présidents des cellules, les présidents du comité de base, les présidents de section, les présidents de section, mais on vient nommer au-dessus des élus, on vient nommer des coordonnateurs des délégations permanentes du département, délégation permanente de la région. Le ministre Esso, je dis non, même pas du ministre, doit être le chef de la délégation permanente du RDPC dans le littoral. Parce que là, il n'agit pas en tant que ministre, ça n'a rien à voir avec les affaires de la justice du Cameroun. Il a signé également en tant que ministre. Non, mais ça, c'est même ça. Non, mais il a signé exactement quand Robin qui avait convoqué les gens, ça fait de consécration d'ancienne église avec le sceau du ministère des Transports. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une confusion totale. On ne sait plus où est la politique, où est le parti, où est l'État, tout est mélangé et confus. À la présidence, il y a eu la réunion du bureau politique. Dans le bureau politique, il a rappelé, lorsque vous allez dans les mairies, ici à Douala, moi, je peux vous amener, par exemple, dans une mairie où à l'instant où je vous parle, dès que vous entrez, vous trouvez les trucs du RDPC qui sont installés. Mais un parti politique est une association privée. C'est une association qui a son siège, qui a son fonctionnement à part. Ce n'est pas une confusion avec l'État.
une fois que cette confusion est faite, ça crée ce qu'on fait. Donc le ministre Esso, ce qu'il vient de faire là, c'est une erreur. C'est une erreur tout simplement parce que le message que ça transmet, c'est que ils sont restés non seulement dans la logique du parti unique, mais le message que ça transmet, c'est qu'en fait, le ministère, c'est le ministère ça vient confirmer tout ce qu'on dit depuis, que le RDPC a arrêté n'est pas un parti, c'est l'administration publique continue qui sait mieux en parti, quelqu'un qui n'a jamais milité dans un parti, parce qu'on l'a nommé peut-être chef bureau quelque part, subitement, c'est lui qui rentre au village, il vient avec le lot d'argent, il commence à corrompre les gens et il devient président de sous-section. Vous croyez qu'un pays comme ça va avancer comment? Donc, il n'est pas tard. Ce qui est sûr, la réunion a déjà été convoquée et c'est pour des raisons de santé. Elle a eu lieu. Voilà. Puisque nous sommes le 15, mais si je voulais dire, à ce niveau justement, c'est aussi des questions, des raisons de santé, mais ça pouvait se faire ailleurs que dans le ministère et encore moins avec caché. Un instant, je t'en prie, avant que tu arrives, une seconde, je t'en prie. Il faut rappeler que ces chefs de délégation départementale sont également des fonctionnaires qui ont dû abandonner leur poste pour se retrouver. Jean-Claude Youd, on le constate, les militants du RDPC se sont emparés des institutions et de l'État. Le RDPC, beaucoup d'opposants le décrivent comme un parti marqué par la bureaucratie et le règne des fonctionnaires, anciens et nouveaux. Est-ce que ça cadre avec votre vision et votre vécu? Je ne comprends pas. Les tests de base de notre parti sont clairs, notre organisation est là. Si M. Ismaël et M. Paul Youm voudraient adhérer au RDPC, qu'ils adhèrent au RDPC. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça pose un problème que le ministre... Non, je veux dire à la démocratie, à la séparation des pouvoirs, que le ministre de la Justice, également chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le littoral, oui, convoque une réunion, que le chef de la délégation permanente du RDPC pour le littoral convoque une réunion du RDPC au ministère de la Justice. Est-ce que ça pose un problème? Il y a Yaoundé, donc tout l'état-major du RDPC convoque une consultation. Et je vais vous... Au ministère de la Justice. Oui, je vais vous donner les participants parce que on entend beaucoup là. On n'est pas sûr qui a au-delà des participants. Attendez, s'il vous plaît. Permettez quand même pour la lanterne. On parle là de 5 personnes qui décident de se concerter. Il y a 4 chefs de délégation permanentes départementales dans ce littoral, celui du Vouri, du Nkam, de la Sénara maritime, du Mungo. 4. Et le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le littoral, qui a convoqué cette réunion de concertation. 5 personnes décident. Ce n'est pas une manifestation publique. Et non, la question que je pose, la confusion que certains font entre réunion, manifestation publique, ça tout son sens. Jean-Claude Youd, la question que je pose n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui ont participé à la réunion. La question que je pose, est-ce que le ministère de la Justice, le ministère qui est un service public, doit abriter une réunion privée du RDPC? Dans le cabinet du ministre de la Justice. Dans un cabinet, on parle de tout. Ah bon? Il faut que vous sachiez, parce que dans un cabinet, on parle de tout. D'accord. L'AFP va venir faire la réunion au ministère de la Justice? Si vous êtes dans ce cabinet, vous pouvez. Je dis bien, je vous dis que, parce qu'en réalité, lorsqu'on arrive dans un cabinet, le concitoyen arrive et vous dit mon bailleur, mon voisin. Non, la réunion a été la réunion a été convoquée formellement. Je vous pose la question. Je dis bien, la réunion a été est-ce que le ministre de la est-ce que Laurent Esso, chef de la délégation permanente du RDPC, a le droit de convoquer une réunion du RDPC au ministère de la Justice? Au ministère camerounais de la Justice, dans les locaux du ministère camerounais de la Justice. Non, on peut répondre par l'absurde. Quel est le texte réglementaire qui interdit la convocation d'une réunion de concertation dans un cabinet ministériel? Vous savez, donc, répondons à cela et on va très bien se comprendre. Si par exemple, vous me dites que ce texte réglementaire dit que les concertations qui sont dans les cabinets... Les bonnes pratiques de la démocratie peut-être, non? La pratique de la démocratie, est-ce que c'est électif là à ce niveau? Est-ce que c'est consultatif à ce niveau pour qu'on dise bonnes pratiques? Donc il faudrait qu'on demande par référendum à la population si un chef de délégation peut convoquer une réunion.
C'est la question de savoir. Laquelle? Ou bien, dites-nous par exemple qu'il y a eu violation de tel test réglementaire, parce que je ne voudrais même pas parler des lois ou bien de la loi fondamentale. À partir de ce moment, si vous n'en avez pas, ça voudrait dire que c'est une réunion de constitution. Par contre, si vous nous dites que est-ce que ça ne donne pas raison? Est-ce que ça ne donne pas raison finalement? Est-ce que ça ne donne pas raison finalement aux opposants politiques, aux opposants du RDPC qui taxent votre parti de parti-État? Lorsque des réunions du RDPC sont convoquées dans des administrations publiques. Je ne pense pas qu'on peut taxer le RDPC parti État. Vous savez pourquoi? Le RDPC ne gouverne pas d'abord tout seul. Qu'est-ce qui fait que le RDPC aujourd'hui n'est pas un parti État? Mais le RDPC n'est pas un parti État parce qu'il ne gouverne pas d'abord tout seul. C'est pas ça qui fait le RDPC parti État. Ouais, Si vous avez la réponse, qu'on vous pose la question. Allez-y. Mais alors, je vous dis que le RDPC ne gouverne pas tout seul. Donc, ce qui voudrait dire que la gouvernance n'est pas la panacée unique du RDPC. Première chose. Deuxièmement, c'est une majorité présidentielle qui gouverne avec le RDPC. Ça, vous l'avez déjà dit dans le premier. Donc, ce qui voudrait dire que lorsqu'on dit parti-État, ça voudrait dire que les entités de l'État, pour occuper les fonctions ou bien les hautes fonctions au niveau de l'État, vous devriez à tout prix être militant du RDPC, chose qui n'est pas vraie. Donc, en fait, sinon, le service public appartient à l'obédience politique qui est en fonction. Les postes politiques, ne nous mentons pas. Le service public, je parle bien du service public. Pas le service public. Par exemple, lorsque vous avez besoin du service public, accès au service public, on ne vous demandera jamais quelle est votre appartenance politique ou bien démontrer votre appartenance politique. Dites-nous par exemple que pour obtenir un certificat de nationalité, il faudrait que vous présentiez votre carte de militant d'un parti politique. Non, c'est pas vrai. Et le fait que cette convocation porte le sceau du ministre de la Justice, donc parce qu'il a également apposé son cachet, Laurent Esso, ministre de la Justice. Ça pose un problème aussi? Donc ça voudrait dire que s'il rappelait aussi même les médailles qu'il a obtenues au niveau de l'Ordre national de la valeur, on devait dire qu'il y a encore problème. Non, c'est l'individu qui signe. L'individu qui signe, s'il mettait aussi père de famille, on devait dire aussi qu'il perd ses qualités de père de famille à cet instant précis. Non, qui signe? Et comment reconnaître celui qui a signé? Il vous donne un élément pour pouvoir savoir qui il est, tout simplement. Il peut très bien écrire. Après, à l'issue de la convocation, on pouvait écrire Monsieur Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique peuple camerounais, grand officier de l'Ordre national de la valeur, chef de famille, père de ceci, habitant ressortissant de Daido. Donc, sur cette posture, ça ne pose aucun problème. Mais ça ne pose aucun problème. Qu'une réunion du RDPC se tienne dans un ministère, ça ne pose aucun problème. Mais la question est... Ça ne pose aucun problème qu'une réunion du RDPC se tienne au Palais de l'Unité, ça ne pose aucun problème. C'est pour ça que je vous dis que pour que ça cause problème, il faudrait que vous... Nous, ça nous pose problème. Nous, les Camerounais. Portez plainte, par exemple. À qui? Au ministre? Portez par exemple plainte pour qu'on puisse consulter la Constitution. On se comprenne très bien. Parce qu'en réalité, la justice est faite... également de la jurisprudence. Cette jurisprudence pourrait, par exemple, nous aider à comprendre. Mais parce que là où je suis, moi, je vous questionne de me donner le texte qui interdit qu'il puisse avoir une concertation dans le cadre d'un cabinet. Et Dieu sait que les cabinets, d'abord, étudient et font des concertations dans tous les domaines. D'accord. Il n'existe pas un sujet de société qui n'est pas étudié dans un cadre. Et vous ne craignez pas que ça transforme ces ministères, le palais de l'unité, en foyer de division politique? Si par exemple on nous disait que il y a eu une manifestation publique, comprenons très bien, il y a une différence entre une réunion de concertation, une réunion de concertation politique. Et elle est politique parce que c'est les politiques qui se sont réunis. Et la fonction ministérielle est une fonction purement d'abord politique au départ, parce que lorsqu'on forme un gouvernement de technocrates, tout le monde va s'en plaindre qu'on a un gouvernement de technocrates. Mais lorsque, est-ce qu'on pouvait être discipliné, Monsieur Youta a la parole. Lorsque le président de la République est élu, la première des choses, c'est à travers un projet de société qu'il a présenté. Il nomme les membres du gouvernement qui sont des politiques qui vont l'aider, qui sont des politiques qui vont l'aider à pouvoir mettre en œuvre, en exécution le projet de société. En 30 secondes, ça me rappelle une petite histoire. L'agent public
dans le compte d'un homme privé, dans le compte privé d'un homme public reste de l'argent public. C'est vrai, vous êtes d'accord avec... Vous êtes d'accord avec... Non, je ne suis pas d'accord parce qu'en réalité, là par contre... En quoi c'est différent? Non, c'est différent parce qu'en réalité, là on vous définit les comptes et on vous dit que l'argent public ne va que de compte à compte dans le cadre public. Là, ici, je vous dis ceci, ma démarche est la suivante. Oui. Est-ce que nous avons un test qui l'interdit? Si nous ne l'avons pas, alors il n'y a pas de problème. Maintenant, si quelqu'un trouve qu'il y a un problème, par exemple, on va demander, on porte plainte et on aura une décision qui sera dans une jurisprudence. Mais si on n'a pas ça, il n'y a pas de problème. Quel est le rôle des maisons du parti? Parce que je rappelle qu'en 2016 également, cette même problématique s'est posée, alors que le président national du RDPC a organisé et présidé une réunion du bureau politique du RDPC au Palais de l'Unité. Quel est le rôle des maisons du parti? Alors, Léla, le rôle des maisons du parti, c'est de montrer aux Camerounais que nous sommes bel et bien en dictature. C'est ça le seul rôle que nous pouvons voir à la maison du parti. Parce que si c'était l'expression de la démocratie, on dirait la maison des partis. On a dit la maison du parti. Et vous savez que pendant longtemps, on a eu un seul parti. Et lorsqu'on a créé ces maisons du parti, on avait le parti unique. Donc, un autre signe extérieur de la dictature. C'est pourquoi je vous dis que la seule chose à quoi ça sert, c'est de démontrer que nous sommes bien évidemment en dictature. Mais vous avez pris beaucoup de temps à demander à M. Jean-Claude Youth du RDPC si c'était normal d'utiliser les ressources de l'État. En tant que militant du RDPC habitué à utiliser les ressources de l'État, il ne peut pas vous dire autre chose que de faire le dilatoire comme il a fait tout à l'heure. Parce qu'ils sont habitués à cela. Ils sont habitués à utiliser les ressources de l'État dans le cadre des fonctionnements du RDPC. C'est eux qui utilisent les véhicules de l'État, le carburant de l'État, le personnel de l'État pour les campagnes électorales. Parce qu'il faut dire que le mercredi 11 juin, le délégué, le chef de la délégation permanente du RDPC a utilisé la salle de l'État, a utilisé la climatisation de l'État, a utilisé le café de l'État pour faire une réunion de Jean-Claude Youth. Comment vous savez qu'ils ont bu du café? C'était là-bas, on fait la réunion, on boit pas café. Donc vous dites que pour les personnes qui sont habituées à utiliser les ressources de l'État, ne soyez pas surpris que M. Youth n'ait pas de réponse à vous donner, ou bien qu'il fasse du dilatoire comme il a fait tout à l'heure. Donc, ils sont habitués, ils confondent tout, ils confondent le ministère avec les bureaux de leur parti. Et c'est pourquoi, lorsque vous regardez la faible épaisseur d'un homme politique qui est obligé de réunir ses collaborateurs du littoral à Yaoundé, donc dans une autre région, c'est dit que voilà, les militants même de la base, ici dans le littoral, n'ont pas le droit de participer, bien en fait, ça démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les membres du RDPC, les membres du RDPC sont habitués à cela. On a vu, il n'y a pas très longtemps, la ministre Cortez, en 2021, écrit au préfet pour demander des comptes sur la gestion de la sécurité des meetings du RDPC. Vous vous rendez compte? Elle n'a pas utilisé seulement la salle, hein. Elle a utilisé le papier en tête, elle a utilisé la signature de la ministre. Vous vous rendez compte? Donc, ils sont habitués. Youm tout à l'heure rappelait le cas Robin Kili. Donc, ils sont habitués à utiliser les ressources de l'État. Vous avez vu très récemment ici à Douala, l'élection de M. Bassadine, dont on parlera tout à l'heure. Vous avez vu le préfet faire des tours, renvoyer des réunions, parce que il fallait que le RDPC trouve un consensus. Le préfet n'a pas pu prendre des décisions. C'est incroyable. Dit, voilà, je suis venu pour une réunion, entendez-vous, je veux des élections. Ce que la loi ne permet pas. Il a passé le temps à faire des tours dans son bureau, faire des réunions de nuit et autres là, parce qu'il fallait arranger les affaires du RDPC. Vous vous rendez compte? Donc, ils sont habitués à utiliser les ressources de l'État, les moyens de l'État pour faire leur campagne. Et c'est pourquoi ils continuent à être au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'ils utilisent le budget qui doit être normalement affecté pour le cas de M. Laurent Esso, les ressources qui doivent être affectées aux magistrats pour leur fournir des bureaux pour travailler. Parce que les magistrats camerounais n'ont pas de bureaux pour travailler. Ils n'ont pas de machines pour travailler. Ils travaillent encore à l'époque des Oumyobé. On fait encore des enquêtes. Comment on faisait des enquêtes lorsqu'on interviewait Ernest Wandji? Vous vous rendez compte? Pendant que le ministre utilise les ressources pour réunir ses amis du littoral. Non. Il faut qu'à un moment donné... C'est le cabinet du ministre qui doit devenir maintenant les bureaux des magistrats. Alors. Mais non, ils ont même plus de légitimité à siéger là-bas. Quelles sont ces ressources? La chambre des comptes est là. Non, je vous donne une information. La chambre des comptes est là. Si vous utilisez une ligne,
Si vous utilisez une ligne qui n'est pas affectée et prévue, je n'ai jamais vu dans le cadre d'un budget d'une institution d'État écrit réunion du RDPC ou bien réunion politique. Jamais, il n'y en a pas. Monsieur Vadas, qui y avait la parole. Donc, je disais tout à l'heure que M. Youth ne peut que défendre l'indéfendable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise l'argent des impôts des Camerounais pour satisfaire les biens, les plaisirs de quelques individus du RDPC. Donc, et à un moment donné, nous pensons qu'il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à utiliser les ressources de l'État pour satisfaire un groupuscule de personnes, d'individus qui ne sont là que pour piller et répandre l'insécurité, la criminalité dans le pays. Ça devient à un moment donné insupportable. Et nous pensons que les jeunes doivent prendre leurs responsabilités et dire à un moment donné que ça suffit. Trop, c'est trop. Vous savez, quand on parle du RDPC comme parti État, les gens ont l'impression qu'on bien les agère sur une blague. Je vais raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai participé à la dédicace du livre d'un de ses camarades de parti. Parce que ce sont en même temps des adversaires politiques, mais c'est les amis, c'est les frères, c'est la famille. Et au cours de cet événement, il y a quelque chose qui m'a marqué, que je n'oublierai jamais. C'est les choses quand nous on va dire ça à nos enfants au moment venu, ils vont dire que c'était pas possible qu'il y ait Jacques Cameroun. J'ai vu une députée qui, son seul travail était de demander pourquoi tel commissaire n'est pas encore là, tel sous-préfet. Il regardait dans la salle, c'est-à-dire ceux qui étaient absents de l'administration, je précise, et en disant que la phrase « on va faire un rapport pour dire que tel n'est pas venu ». Je vous jure, une scène surréaliste. Je suis resté comme ça, que mais est-ce que ces gens-ci, ils sont même conscients, est-ce qu'ils comprennent même vers où on sommes en train d'aller? Quand le président Polyarel disait « préparez-vous à la concurrence », la concurrence ne voulait pas dire « prenez les instruments de l'État, la machine de l'État », pour la mettre au service du parti, pour contrecarrer tous ceux qui pensent différemment. C'est pourquoi je vous dis, le multipartisme au Cameroun a échoué. Il a échoué partout dans l'opposition comme au pouvoir. Parce que si nous étions un parti unique, je suis convaincu, le Cameroun serait beaucoup plus loin. Parce qu'on aurait formé un seul front commun au sein d'une seule machine. Quitte à ce que nous tous, on bagarre là-dedans pour faire avancer le pays. Je voudrais donner une précision par rapport aux administratifs qui prennent part souvent aux manifestations publiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Habituellement, et si vous l'avez souvent recouvert, nos manifestations, nous disons, nous remercions les autorités administratives qui nous ont fait l'amitié de bien nous vouloir. C'est la loi qui leur oblige. Non. Ils ne sont pas obligés. La loi demande. Ils ne sont pas obligés. Et Madame Coutès demande des indications. Les autorités administratives peuvent souhaiter venir nous faire l'amitié, de nous accompagner dans le cadre de manifestations publiques. Ça ne voudrait pas dire qu'ils sont de la coloration du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de un, et ils n'ont pas aucune obligation à pouvoir y prendre part. J'ai une question. Le congrès de 2011 du RDPC, vous avez vu les généraux? Ils peuvent vous faire l'amitié. Pardon. Vous avez vu le résultat administratif. Vous avez déjà vu combien de hautes personnalités de l'administration publique dans les conventions congrès des autres partis politiques? Pourquoi le gouverneur ne vient pas aux événements de l'AFP, du CPP, du FCC et autres? Moi, j'ai vu par exemple un ministre assister au congrès même. Ah, donc, ils ne sont pas amis avec les autres. Nous sommes les ennemis, quoi. C'est pourquoi il faut voter une loi au Cameroun qui interdit à tout fonctionnaire, administrateur civil, c'est-à-dire préfet, sous-préfet, tout le monde. On les cite même nommément, qu'elle ne dit pas le nom, il veut dire sous-préfet, préfet et tout, d'appartenir à un parti politique. Et toute personne qui aurait été militant, même une seule fois dans un parti politique, ne doit ni à l'ECAM, ni au conseil constitutionnel, ni préfet, ni sous-préfet, rapidement. etc. Un petit mot, parce que monsieur tout à l'heure a passé le temps à demander est-ce qu'il y a une loi qui interdit? Mais je veux rappeler que la loi interdit l'utilisation des ressources de l'État à des fins personnelles. La loi camerounaise l'interdit. C'est le donc il ne faut pas nous amener dans ce dilatoire. Le ministère de la Justice, c'est le ministère. Mais le cabinet du ministère de la Justice. Le bâtiment là fondu.
Attendez, où sont non, ces ça va, ressources ça de va. l'État? Moi, je voudrais rappeler. Dites-moi par exemple qu'il y a eu des Léla, dégrèvements, tu peux aller la fondre, tu peux aller la fondre. Non, mais je ne comprends pas. Le personnel qui a été utilisé pour organiser cette réunion, quel personnel? Non, non, personnel écoutez, de l'État. non. 5 personnes. Elle va Non, dire- la réunion, la préparation de la réunion. Quel personnel? La préparation de la réunion. Pour tenir cette Préparer quoi? pour personne tenir qui ce a- débat. Le Pour tenir ce chef de débat, la nous sommes 5. délégation Il y a combien de permanente personnes derrière régionale. l'appareil? Attendez, je vous donne une précision. Non, il y a combien de personnes derrière Le l'appareil? chef de la délégation permanente régionale a des chargés de mission. Il y a même d'abord toute une organisation. Je peux vous citer les membres de la délégation. Leur bureau est situé où? Il travaille avec ces gens comment? Parce que pour saisir un document, il faut bien que ce soit un chargé de mission ou tu dis qu'il a tout un bureau. Avec quel ordinateur? Est-ce que vous pouvez me montrer le bureau de ce monsieur qui a saisi le document? On a imprimé avec l'encre de qui? Il a signé Non, et vous cacheté. non plus aussi, vous n'avez pas la preuve de ce. Non, attendez, écoutez, J'ai une preuve, je peux vous montrer la Et preuve. autre Non, chose c'est que encore. j'ai dit ça. Et autre chose. Non, Accordons monsieur, au moins quand même du crédit si vous ne nous à prouvez ces pas le hauts responsables que chacun peut disposer d'un Monsieur laptop. Youth, monsieur Youth, demandez- monsieur Vous Youth. voulez dire que lorsqu'on parle de la digitalisation aujourd'hui, Ah bon? vous parlez encore de la matérialisation. Monsieur Mais Youth. mon Dieu, nous parlons de Oui, quoi? on vous a écouté. Alors donc vous accordez au moins le crédit à ces très On hauts accorde responsables pas. Monsieur, Monsieur, qu'ils disposent de la fini. digitalisation et qu'ils sommes à même d'utiliser les outils de TIC. Monsieur, c'est Très pas bien, vous qui très bien. discutez. Je rappelais tout ici, simplement là. C'est moi qui avais la parole. en plus de tout ce que j'ai cité, je voudrais rappeler également qu'ils ont utilisé le temps de travail de l'État du Cameroun. Parce que cette réunion s'est tenue un jour une heure de ouvrable, travail, à où une le heure de ministre travail, doit être où doit occupé être par les vrais occupé dossiers du par les pays. dossiers du Cameroun. Ils ont pris ce temps-là pour gérer les affaires internes du RDPC. La Parler convocation des élections, parlait de quelle heure? la convocation parlait de 14 h. À Mercredi. 14 heures de travail. Ah, non, le travail du ministre est fini. 14 h mercredi. Vous ne connaissez même pas le texte, on vous Le l'envoie. temps de travail d'un ministre, c'est de 7h30 à 15h30. C'est à quelle heure? Parce que vous Il serez les travaille premiers. tout seul. Non, je vous pose la question. Un ministre doit rester au bureau de 7h30 à 15h30. Je vous rappelle tout Ce simplement n'est pas que... les ministres qui reçoivent et continuent à traiter les dossiers même jusqu'à 22h. Alors, d'où vient donc le fait que lorsque les ministres donc travaillent jusqu'à 22h, 23h, minuit même pour certains, je peux vous les citer à profusion, d'où vient donc le fait que vous ne réclamez pas l'idée que ces ministres-là travaillent exagérément? Merci. C'est comme ça que nous Pourquoi il les a pas reçus dans sa maison? Pourquoi il les a pas reçus à 19 h chez lui? Écoutez, Allez-y, monsieur, donc. Je veux rappeler à Youth, je reviens, j'ai fait peut-être une autre discussion. Rapidement, oui, rapidement, on sort de ce sujet. Comme un ministre travaille jusqu'à minuit, et les campos aussi travaillent le samedi et le dimanche, Tout parce à que ça fait. ne les dérange Merci, pas. salut-moi. Écoute, je voudrais rappeler à Claude, à Youth, que on se souvient à une certaine époque à Douala où le professeur Messanga Nyamding tempêtait sur tous les plateaux. Il s'offusquait et demandait à ce qu'on débat que l'ancien délégué du gouvernement tenait à le traitant de traître. Qu'on ne le voit jamais aux réunions du RDPC, il ne contribue jamais lorsqu'on a des rassemblements. À quelle occasion? Quelle était l'obligation? Non, écoutez, ne m'aidez pas. Je vous dis, il ne manquait pas de dire que le délégué du gouvernement ne participe pas et ne contribue pas aux réunions du RDPC qui se passent dans le littoral, à Douala, même à Deido, à côté, chez lui, tout près. Donc, vous comprenez que, à Aquanon, chez lui, là-bas. Donc, vous comprenez que dans leur esprit, c'est que lorsqu'on vous a donné un décret de nomination, Merci. 80% de votre temps de travail, c'est pour servir le RDPC. Et quand vous ne le faites pas, vous devenez, on demande à ce qu'on vous remplace par quelqu'un qui peut faire la même chose. Très bien. Monsieur Youd, écoutez-moi très bien. Le ministre, lorsqu'il convoque une réunion dans son cabinet à 1 heure de travail et utilise le cachet du ministre, ça veut dire que il a engagé, et je voulais rappeler également à Léla, s'il vous plaît, Léla, demandez à votre réalisateur de l'envoyer sur l'écran. Demandez pas la voir sur l'écran. Écoutez, je vous dis, le ministre, lorsqu'il a fait, moi j'ai rappelé encore, les personnes qui participaient à ces réunions ont laissé leur poste, parce que je sais que c'est encore des fonctionnaires et des hauts cadres. C'est des personnes qui ont abandonné leur poste de travail pour 2 jours, parce que quand il va à Yaoundé pour une réunion à 14h, il ne rentre pas le même jour. Il va certainement rentrer au lendemain. Donc ils ont abandonné le service public pendant 2 jours. Et pendant que vous parliez du ministre Coutès, vous vous souvenez d'un sous-préfet à Bazou,
le préfet qui écrivait contre le sous-préfet que le sous-préfet n'a pas facilité la victoire du RDPC à une élection. C'est-à-dire que comment est-ce que le préfet peut se plaindre de ce que le sous-préfet n'a pas mis les moyens qu'il avait pour faciliter les choses au RDPC. Donc, quand on dit que c'est un parti État, ceux-là, ces sous-préfets et préfets sont autant des victimes que nous autres. Et nous les appelons tous les jours en leur disant que bientôt le gouvernement va partir. Non, il a signé, pas le cachet, mais il a signé, il a signé en tant que... Voilà. Non, je voudrais rappeler... En 30 secondes, on sort de ce sujet. Monsieur Youf trouve normal que les membres du RDPC tiennent la réunion au ministère de la Justice. Mais il trouve anormal que Maurice Kamto tienne sa réunion au siège de son parti. Je ne sais pas si vous voyez un peu le type de pays dans lequel on fonctionne. Non, attends, c'est la même chose. C'est la même chose. Il a convoqué une réunion au siège de son parti. C'est lui qui est privé. Un local qu'un parti paye. Allez, frère, vous l'avez interdit d'avoir les réunions, mais vous partez tenir vos réunions dans un ministère qui est un bâtiment public payé et entretenu par les Camerounais. En 30 secondes, c'est vous qui avez la parole. Il n'y a pas de souci. Oui, et on va sortir de ce sujet. Le professeur Maurice Kamto avait souhaité tenir une réunion. Il n'avait pas souhaité, il a convoqué une réunion. Il n'est pas une manifestation publique, une réunion de bureau. Mais permettez-nous de vous donner. Il avait souhaité tenir une réunion de concertation avec les membres de son bureau dans une salle qui a une capacité de 30 places. Comment tu sais? Et dehors, on a vu des centaines de personnes. C'est vous qui avez, c'est le préfet qui a alerté les Camerounais. Maurice Kamto devait être il faut que les Camerounais montrez-nous un communiqué ou bien une lettre où le professeur Maurice Kamto a invité les militants. Il a invité les cadres de parti du littoral à la réunion. C'est le préfet donc qui, en interdisant, a informé aux Camerounais qui devaient être là-bas. Et c'est le même travail qu'il voulait faire. Et je pensais même que c'est la réunion du professeur Maurice Kamto qui a inspiré le ministre Laurent Esson à vouloir faire la même chose. Faites très attention. Monsieur Ismaël, dès que vous allez finir, je vais aller au bout. Messieurs. Bon, donnez l'opportunité pour laquelle la soldatesque était venue chez le Laurent Militieux alors qu'on tenait une réunion du bureau. Ce n'est pas la question, ce n'est pas le sujet. Donc j'étais en train de vouloir chuter parce qu'il y a une distinction entre réunion et manifestation. La salle avait une capacité de près d'une trentaine de places. Et il y avait une centaine de personnes qui devaient entrer. Même pour leur propre sécurité, les forces de maintien de l'ordre devaient les entrer. Parce que imaginez que tout ce beau monde entre dans une salle d'une capacité de 30 places. Vous les aimez tellement. Et demain ou après-demain, s'il y avait eu hécatombe, bousculade, étouffement, on devait accuser le gouvernement d'avoir laissé électricité. Et je vous rappelle que l'État a le devoir de protéger tous les concitoyens. Et uniquement pour la protection des concitoyens, il fallait les empêcher de pouvoir connaître un équipement. Ça, c'est de un. Et de deux, maintenant pour revenir au cas de la réunion de Yaoundé, c'est une réunion de consultation de 5 personnes. 5 personnes. Ce n'est pas une manifestation publique. Donc, par contre, si la réunion virait en une manifestation publique, on devait dire qu'on a utilisé les lieux pour une manifestation publique. Mais monsieur Maurice Kamto voulait passer d'une réunion à une manifestation publique. Il devait juste déclarer sa manifestation. C'est ce qui n'a pas fait. Voilà. Il avait informé au préfet qu'il devait tenir la réunion. Ces centaines de badauds devaient aller où? Non, on ne s'entend plus. On s'entend plus. Le RDP, c'est là pas les gens qui suivent les leaders. C'est ce qui veut Monsieur va sur le chemin des manifestations et des réunions publiques. Je voudrais rappeler que lorsque une réunion politique se tient dans un lieu public ou ouvert au public, ça devient une réunion publique. Tout à fait. Donc, il demande une déclaration de réunion publique. Est-ce que cette réunion a été déclarée? Non. Qui se tenait à un lieu public. Vous confondez tout. Non, il ne confond rien. C'est la loi. C'est la loi. Je parle de réunion publique. Les réunions publiques. Mais mon Dieu, je pensais que c'est la loi. Après plusieurs années à avancer, je parle de réunion vous ne comprenez même pas. Vous ne savez même pas faire la distinction entre une réunion et une manifestation publique. Les réunions publiques, la loi encadre la réunion publique et la manifestation publique. Et c'est que le cas tenu dans un lieu public. Ce que le professeur Maurice Kamto faisait n'était pas une réunion publique. Merci, messieurs. Merci. C'était pas une réunion publique. Ouvert au public. Rentrer à l'école, monsieur. Merci, messieurs. Vous comprenez bien. Merci, messieurs. Tu as compris. Non, il a compris.
Ismaël, donc Jean-Claude Youtour. Merci, messieurs. Tour cycliste du Cameroun, la 7e étape annulée à cause du mauvais état de la route à Douala. Après une concertation entre les organisateurs et la présidente du jury, les coureurs ont unanimement décidé ce 11 juin de ne pas prendre le départ en raison du mauvais état de la route à Douala, jugée dangereuse pour la compétition. Vous êtes surpris, Jean-Claude Youtour? Nous sommes surpris de par le fait qu'on nous dise que les coureurs ont dit que le mauvais état de la route. Je ne sais pas si toutes les routes de Douala étaient dans un mauvais état. Je ne sais pas si on n'a jamais connu de critérium à Douala dans le cadre du cyclisme. Ou bien c'est subitement où toutes les routes de Douala sont. C'est la deuxième fois. En 2023 également. En 2023 également, c'était le cas. Le tour avait été annulé également. L'étape avait été annulée. Également du critérium qu'il y avait eu ici au niveau de l'école publique. En 1960. Non, tout récemment, mon Dieu. Ça date, apparemment, vous informez. On parle des 3 dernières années. Je me souviens également de ceux qui ont été organisés du côté de Bonamoussadi, et ainsi de suite. Donc vous voyez que moi, je vais mettre ceci dans le cadre d'un manque de concertation. Et autre chose, là vous parlez du communiqué, par exemple, du maire de la ville. Oui. Mais il y a également une sortie de la Fédération camerounaise de cyclisme qui dit qu'ils ont saisi la mairie de la ville en date du 25 mai. Je ne sais pas si dans le budget, par exemple, d'une mairie de ville, on dit, par exemple, qu'on attend l'organisation des critériums, des tours et tout. Non, c'est pas comme ça. Donc la communauté a quand même été saisie. Le 25 mai. Elle a quand même été saisie parce que la communauté dit n'avoir ni été saisie, ni été associée, ni été rien du tout. J'ai besoin de confronter les différents communiqués pour pouvoir vous montrer même d'abord que c'est très compliqué. Vous voulez organiser un tour cycliste où vous devriez naturellement d'abord définir un parcours. Mais la communauté urbaine doit vous définir. Ce n'est pas vous qui définissez le parcours quand même. La communauté urbaine, c'est elle qui est maître des routes. C'est elle qui connaît sa ville. Par exemple, elle sait par exemple qu'elle a lancé des chantiers sur certaines routes. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas organiser un tournoi ou bien un critérium cyclisme sur telle route lorsque la route est en chantier. Et c'est connu. Mais au moins, accordons au moins du privilège et de dire que la communauté urbaine a le droit de vous dire que moi, dans le cadre de ma ville, je vais vous donner ce circuit-ci et vous garantir toutes les conditions nécessaires. Et vous saisissez, d'après ce qu'on lit, que la communauté urbaine a été saisie. D'après la communauté urbaine n'existe plus. C'est plus compliqué à vous expliquer. Parce qu'en réalité, la ville, code des collectivités territoriales décentralisées. Oui, la mairie de la ville. Mais il y a des compétences. C'est la mairie de la ville, d'accord? Mais quand on parle de communauté urbaine, il y a des fonctionnalités qui relèvent de la communauté urbaine. Je vous prends un exemple. Les CAC, par exemple. Pas la communauté urbaine, non, mais écoutez, monsieur. Vous êtes au conseil régional, vous parlez encore de la mairie de la ville, mon frère. Moi, il passe sur la loi. Monsieur Paul Youm, okay. Allez-y. Ça parle bel et bien de la mairie de la ville. Vous êtes trompé. Mais lorsque on parle des fonctionnalités, il y a des choses qui relèvent de la communauté. La communauté urbaine. Et qui répond de la communauté urbaine à ce moment? Qui répond? C'est le maire de la ville qui répond. S'il te plaît. C'est des gens comme ça qu'on est au conseil régional. Je vais vous dire ceci. Tu travailles là-bas, tu peux pas avoir. Je vais vous dire ceci. Si tu tombes sur donc, je pense que la concertation n'a pas été fructueuse comme ça devait se faire dans le passé. Et en réalité, la ville, qui n'a jamais connu eu un problème à pouvoir démontrer un circuit ou bien organiser quoi que ce soit ou bien accompagner une fédération dans quels qu'en soient les différents tournois, que ce soit le football, le badminton, le cyclisme et le basketball, le volley et tout. La mairie de la ville a toujours eu à accompagner ces différentes fédérations. Mais il y a quand même que les uns les autres doivent prendre leur responsabilité. Quel est l'état des lieux, des infrastructures routières dans la capitale économique, dans la ville de Douala? Nous voyons... non, enfoncer le clou sur quelle base? Nous voyons des routes qui sont en pleine réhabilitation. Nous voyons des chantiers par-ci, par-là. Nous voyons comment la ville de Douala pratiquement est en chantier. Nous nous félicitons
des différentes avancées. Voilà par exemple le secteur de Youpé qui a été élargi et agrandi. Nous voyons par exemple le pont de Bonabassem qui est en plein chantier. Nous voyons le secteur du chantier naval qui est en plein chantier et ainsi de suite. Les routes de Douala... Au même moment, les chantiers se font tous au même moment. Oui, mais les routes se font au même moment. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons une pluviométrie très élevée dans la ville. Et à cause donc des pluies, les travaux peuvent être interrompus. Et vous vous souvenez que le ministre des Travaux publics, par exemple, prend un communiqué d'arrêt des travaux et ils ne reprennent qu'après un certain moment. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous avez besoin de réhabiliter la route et après les procédures de contractualisation et de passation des marchés, il y a un délai qu'il faut respecter. Et ensuite, maintenant, il faut exécuter le plus rapidement possible. Le mieux est que pour être efficace, afin qu'il puisse avoir une circulabilité au niveau de la ville, vous devriez entamer ces chantiers-là. Et il est de bon ton que si vous voulez organiser une compétition dans la ville de Douala, concertez-vous avec la mairie de la ville. Donc l'annulation, qui porte la responsabilité de cette annulation? Moi, je pense que toutes les parties prenantes. Toutes les parties, c'est-à-dire? Oui, toutes les parties prenantes, parce qu'en réalité... La mairie également? Mais la mairie portera la partie prenante si, par exemple, elle devait mettre à disposition les infrastructures et qu'elle avait choisi... Toutes les parties prenantes, vous parlez de qui exactement? La fédération d'abord qui organise. Oui, la fédération qui... La fédération qui organise. La fédération et Maintenant, la fédération a besoin d'être accompagnée parce qu'en réalité, dans d'autres cieux, lorsque vous avez par exemple le Tour de France qui arrive, ils ont même les appuis qu'ils apportent plutôt aux mairies pour pouvoir le faire. Ok. Donc lorsque vous voulez plutôt et que vous n'avez pas ces appuis-là, vous devez vous rassurer que les différentes mairies étapes ont les budgets nécessaires. En fait, la question que moi je pose, elle est simple. Quand vous dites toutes les parties prenantes, qui vous mettez dans toutes les parties prenantes? La fédération, vous l'avez dit, qui d'autre? Non, je vous cite toutes les parties prenantes. Oui, la fédération. La fédération, oui. La mairie de la ville, les forces de maintien de l'ordre qui assurent la sécurité. Toutes ces entités. Pardon? La délégation à la santé. Oui, santé et tout. Il y a tellement de parties prenantes. Donc toutes ces entités-là sont responsables de l'annulation de l'étape 7. Si le but, in fine, c'est quoi? Le tournoi doit être organisé. Je vous prends un exemple pour terre à terre que les concitoyens peuvent comprendre. Si vous prenez l'équipe nationale, on n'a pas besoin de savoir si le kiné était bon ou bien le docteur ou le médecin. Mais en réalité, si les joueurs sont malades, et que les joueurs, le coach n'a pas un 11 entrants le plus opérationnel, en réalité, l'échec appartient à toutes les entités, y compris le kiné, le médecin, les coachs et les joueurs. De la défaillance infrastructurelle persistante dans la ville, dans la capitale économique du Cameroun, je rappelais que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve à annuler une étape du tour cycliste dans la ville de Douala. Le précédent incident est intervenu en juin 2023. Comment comprendre que 2 ans plus tard, des autorités ne soient toujours pas sortis de leur léthargie? Oui, tout simplement parce qu'il y a une incompétence notoire au sein du RDPC qui fait qu'ils sont incapables de produire des résultats pour sur le moindre chantier qu'ils engagent. Tenez-vous tranquille, M. Mbassadine, qui est le maire de la ville de Douala, n'a jamais fait un ouvrage une seule fois. Chaque route qu'il fait, il est obligé de la reprendre. C'est pourquoi ça ne nous surprend pas lorsqu'il dit que les routes sont en chantier. Parce qu'il reprend toutes les routes qu'il engage. Donc, ça ne nous surprend carrément pas. Donc, et vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'un tour cycliste est interrompu pour cause de mauvais état des routes. L'état des routes est dans l'état des routes du Cameroun, de Douala en particulier, est dans un état qui laisse vraiment à désirer. Est-ce que vous savez que nous sommes en 2025, la route qui devait permettre de recevoir la CAN 2019 est encore en chantier. La pénétrante Est. La pénétrante Est est encore en chantier. Le stade est encore en chantier. Les infrastructures qui sont autour sont encore en chantier. Je parle de la CAN 2019. 2017. Les routes de Douala, toutes les routes qui ont été engagées par le maire de la ville, le même maire a repris les mêmes travaux, parfois dans un délai de moins d'1 an. Lorsque vous regardez aujourd'hui le passé du bitume au pavé, mais là, vous savez très bien que lorsque vous roulez sur les routes en pavé, vous qui avez les lunettes, vous êtes obligé de les tenir. Parce que les pavés de Bassadine sont des escaliers sur la route. Et vous êtes obligé de tenir vos lunettes pour qu'elles ne tombent pas. Donc, il faut faire très attention avec le maire de la ville qui débarque et qui dit que non, voilà, on n'a pas été associé à cela. C'est-à-dire que pour circuler à Douala sur une route, il faut demander l'avis de Bassadine. Parce que ces routes sont en chantier de façon permanente. Donc, vous vous rendez compte que c'est de dilatoire en dilatoire, il nous mène en bateau. Et je rappelle à M. Yout que la Fédération camerounaise de cyclisme n'est pas un parti d'opposition.
c'est eux qui disent que l'état de la route n'est pas bon. Parce que si c'était l'AFP, le FCC ou le CPP, vous direz que nous sommes en train de salir le Cameroun. Nous avons voulu salir Douala. Alors, lorsque la fédération se rend compte, parce que contrairement aux autres sports, lorsqu'il faut jouer au foot, on bloque les routes. Mais sinon, c'est les joueurs, les coureurs, pas la fédération. Lorsqu'il faut jouer au foot, on bloque les routes, on crée un couloir pour que les gens vont au stade. Lorsqu'il faut jouer au tennis, on fait la même chose. Mais pour le cyclisme, lorsqu'on bloque même la route, c'est sur la route. Le stade, c'est la route. Donc, il n'y a pas moyen de jongler. L'aide de jeu, c'est la route. L'aide de jeu, c'est la route. Il n'y a pas moyen de jongler. Et à ce moment-là, on est obligé de constater toutes les défaillances des camarades de M. Youth. Et malheureusement, une fois de plus, ça montre tout simplement ce que nous, en tant que population, nous endurons au quotidien au Cameroun. Le RDPC est constitué d'incompétents et on n'est pas surpris de l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Paul Eyomo, regarde cette situation embarrassante. J'interroge avec vous la capacité du Cameroun à organiser des événements sportifs internationaux dans les grandes agglomérations du pays. Vous savez, lorsqu'on est aux affaires, on a l'obligation de maintenir la ville propre, de maintenir l'état des routes impeccable pour qu'on puisse à tout moment circuler. Oui. Lorsque vous regardez le feu rouge Bessengue, où il y a la statue du patriarche Ethel Ebele Kondo, par exemple, ce rond-point-là, ça fait 3 ans qu'il est dans cet état. Ça a commencé petit à petit, aujourd'hui c'est impraticable. Monsieur Mbassa Dine, il quitte Bolandjot. Moi je le vois sur l'escorte, il passe à Coton. J'avais demandé une fois, c'était sur le plateau, si souvent il utilise l'hélicoptère pour rentrer chez lui, ou bien il prend la route où moi je l'ai déjà vu passer avec son escorte. Madame Leila, c'est le Tour cycliste international qui est la marraine de cet événement. Madame Chantabie. Vous comprenez pourquoi le communiqué sort. Parce qu'il n'y a jamais de communiqué pour s'excuser auprès des populations des routes impraticables. Mais parce que l'événement là particulièrement à la présidence, on va dire mais comment c'est possible qu'à Douala ne puisse pas, on va mettre l'œil. Et 2026, il y aura les élections. Il ne faut pas regarder les choses de manière naïve. Les gens ne sont pas... Ces gens sont très intelligents, ils savent ce qu'ils font. Les routes de Douala, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Le communiqué de la mairie de ville dit oui. Comment ça s'appelle? La fédération de cyclisme n'a pas constaté. Mais moi, je dis à Youf, peut-être n'est pas au courant. La fédération de cyclisme, le président a décidé récemment, par exemple, tous les dimanches, comme aujourd'hui, tous les dimanches matin, ils circulent dans tout Douala. Moi-même, je prenais mon VTT, j'allais avec eux. Je dis tous les dimanches, la fédération de cyclisme, ils parcourent, ils connaissent l'état de la route. Et maintenant, ils ont voulu organiser leur événement. La communauté dit qu'ils ne les ont pas associés. Mais Youf nous apprend qu'ils ont reçu le courrier le 22 mai. Donc, s'ils ont reçu le courrier... Non, c'est eux qui disent qu'ils les ont... C'est eux qui disent. Ça veut dire qu'ils ont la preuve. Ça veut dire qu'ils ont la décharge, qu'ils ont déposé un courrier le 22 mai. Le 25. Le même, c'est le 25. Et quand on organise ce genre d'événement, on met toujours le parcours, on met toujours le trajet. C'est pas vous qui définissez le parcours. Non, c'est vous demandez la mairie de ville. Ouais, laisse-moi. Moi, j'ai fait ce genre d'événement. Même quand vous voulez faire la marche, Je rappelle juste au lancement de l'étape 7 a été faite par le gouverneur de la région du littoral. Merci. Oui, bien sûr. Et quand vous voulez même organiser une marche sportive, même à la sous-préfecture, on vous demande l'itinéraire. Oui. Même à la mairie, on vous demande l'itinéraire. Oui. Même à la délégation de la santé, on vous demande l'itinéraire. Donc vous mentionnez obligatoirement l'itinéraire. Là où il y a peut-être défaillance, la mairie de la ville aurait pu les orienter ailleurs. Mais vous vous rendez compte que même ça c'est compliqué. Parce que quand vous prenez l'axe de prolongement du boulevard de la République, c'est-à-dire quittant le Douala 1er à Douala 5e, cette route-là est en chantier. Nous sommes un pays où il y a très peu de routes, surtout Douala. Douala n'est pas comme Yaoundé, où il y a des routes secondaires où on peut se faufiler. Douala, les routes sont linéaires. C'est la plupart, c'est des boulevards et des grandes avenues. Lorsque le boulevard de quartier Bonabo, c'est-à-dire après Deido, en allant à Boulam Sadi, est en chantier permanent tous les jours. Mais c'est clair que le gars ne peut pas quitter de là-bas pour arriver à Deido. On ne peut pas faire une compétition sur cette axe. Quand vous allez dans les zones comme le Paume, le pavé que vous avez cité, mais ça c'est le plus mauvais pavé du Cameroun, le pavé qui est à l'Okpom. Donc vous voyez donc que, et puis ils ont demandé le premier arrondissement, qui est là où il y a le quartier administratif, le quartier résidentiel, tout l'état-major est le premier arrondissement. Donc ça devait être le quartier le plus nickel
Mais c'est chez nous à Douala Premier, il y a tous les plus gros trous. Eux, il y a toutes les poubelles. Au marché d'Edo, au marché Saké, partout. Donc moi, je crois que cette défaillance doit amener les autorités à comprendre qu'on ne doit pas attendre une compétition pour garder l'état des routes dans un bon état ou pour retirer la poubelle. On doit garder nos villes propres partout. Et c'est pourquoi quand vous allez dans les villes comme Kumba, dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous trouvez il y a une certaine propriété. Ça veut dire que nous, on a grandi avec une mentalité qui est négative dans la construction de l'État. Et je chute en disant qu'il est peut-être temps que nous ne passe la main aux anglophones pour nous montrer comment diriger un pays. Est-ce qu'il faut désormais, Ismaël, ajouter les infrastructures routières au rang des défis majeurs pour le développement du sport au Cameroun? Mais écoutez, c'est pour ça qu'à une certaine époque dans ce pays, le pouvoir, les amis des youths sont allés prendre des milliers et des milliers des centaines et des milliers de dollars, des milliards de francs CFA pour doter le Cameroun d'infrastructures qui aujourd'hui se sont transformées en éléphants blancs. Je voudrais rappeler seulement pour la gouverne des Camerounais que aujourd'hui on ne nous parle plus du stade Amadou Ahidjo. À Yaoundé, on parle du stade Fandena. On veut tuer la mémoire. Non, écoutez, il y a une logique à ça. On a voulu donner à M. Biya un complexe sportif. Eux-mêmes, ils ont encore volé tout l'argent. Finalement, on est passé de complexe sportif Paul Biya à stade Olembe qui aujourd'hui... non, ce n'est pas Lambeau. Les deux entreprises... Laissez-moi terminer, je vous en prie. Les deux entreprises qui étaient sur le chantier sont avec le Cameroun dans des tribunaux à l'international. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont échoué de donner à M. Biya un stade, ils préfèrent retirer le nom d'Ahidjo dans le stade qui existait déjà et se trouvent donc obligés de donner, de donner à M. Biya le nom de l'Assemblée, le nom de M. Biya à l'Assemblée nationale, quelque chose qui est inconcevable. Léla, est-ce que vous savez que gouverner, c'est prévoir? Ça veut dire que ces gens ne prévoient jamais rien. Et ils n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est pour ça que nous les appelons. Et encore, un message pour eux. Aujourd'hui, M. Biya et ses créatures, nous pensons que tout ce que vous pouviez donner aux Camerounais, vous avez déjà donné. On va retenir de vous, nous les jeunes aujourd'hui, que vous avez donné, vous avez laissé aux Camerounais, aux jeunes que nous sommes, la corruption et le tribalisme. C'est ce que nous retenons de vous aujourd'hui précisément. Il n'est pas possible qu'un événement comme celui-là, qui est un événement international, qui porte le nom de la première dame, d'accord? Je me suis interrogé ailleurs et un des camarades de youth m'a trouvé une formule terrible. Je leur ai demandé quelle était l'opportunité de faire défiler la photo de la première dame à la place du 20 mai. À Yaoundé, on dit que c'est la femme du président de la République et vous me dites qu'elle n'est pas, que nous ne sommes pas en dictature. Là, il faut comprendre un certain nombre de choses. Alors, lorsque vous ne pouvez pas, lorsque le maire de la ville dit qu'il n'a pas été associé à un projet comme celui-là, alors que lorsque nous avons terminé l'édition 2025, au lendemain, l'édition 2026 se prépare et les tracés, je vous dis, quand vous regardez le Tour de France, le tracé du Tour de France il est rendu public au moins 3 mois avant le début de la compétition. Et on est d'accord? Au moins 3 mois avant le début de la compétition, que le tracé, on nous montre à TF1, comment partout ça va passer et puis on prend donc les dispositions. Ça veut dire que ces gens ne se parlent pas entre eux. On se piège pour se faire des coups bas. On arrive à Douala, vous ridiculisez le gouverneur de la ville qui arrive et puis parce que lui aussi il a son rapport à faire. Le préfet a son rapport à faire. Le sous-préfet a son rapport à faire. Le maire a son rapport à faire. Chacun doit s'excuser. Chacun doit rejeter la faute sur l'autre. Non. Soyez un peu sérieux. On parle quand même de la ville de Douala qui est le poumon économique du Cameroun. Et hier quand nous nous plaignons de ce que les opérateurs économiques, les jeunes Camerounais, les débrouillards, les entrepreneurs ne peuvent pas vaquer à leurs occupations normalement à cause de l'état de la route. On a cru que c'était une chasse aux sorcières. Maintenant, Claude Youth, tout à l'heure, n'a pas su à qui il a commencé à dire que les coureurs ne doivent pas se plaindre. Mais je tiens à te rappeler que quand un coureur tombe,
c'est lui qui va à l'hôpital. Merci. Et puis la fédération... 30 secondes, parce qu'on a terminé, oui. Lorsque je dis que le coureur, parce qu'en réalité, vous connaissez par exemple le critérium du Paris-Roubaix. Oui. Vous apprenez de d'où le critérium du Paris-Roubaix est connu pour le mauvais état des routes et ainsi de suite. On ne finit pas le Paris-Roubaix sans être emboué partout et ainsi de suite. Donc vous voulez comparer, comparaison et raison. On peut par exemple vous dire que vous allez faire un critérium où la route sera une route sinueuse, difficile et ainsi de suite. Et on va comprendre que c'est un parcours. Mais je suis en train de dire que c'est un manque de concertation qui a manqué. Merci. Et lorsqu'il y a eu concertation et que la mairie de la ville a été bel et bien associée du début jusqu'à la fin au niveau décisionnel, elle a toujours pris, elle a toujours fait l'accompagnement ce dimanche. Merci également à vous, Elvadas Kenyé, d'avoir été là. Merci Ismaël. Merci Paul Maël. Le palais, là où il y a l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 21h30, demain lundi lorsqu'il sera à 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche. Merci. Je pense que le Cameroun a besoin d'un don de la Chine pour la football.